Messieurs, dames, comment ça va ce soir? Match retour. On a les matchs allés, on a évidemment les matchs retour. On est sur le match retour de ce fameux bilan de fin d'année 2022. Cette fois, c'est au tour des séries de s'illustrer. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez mieux que votre serviteur actuellement qui soit se tape un Covid, soit se tape une crève carabinée. Dans tous les cas, vous aurez pas de mal à mon avis, être mieux. On va effectivement passer des tests en toute citoyenneté dès demain et on va et prier pour aller mieux, enfin d'ici à demain, puisque demain, comment dire, on a un petit peu un live de 10 heures, donc ce serait bien que je puisse à peu près gérer. Ne vous inquiétez pas, ça va encore à peu près. J'ai la chance de ne pas avoir beaucoup de symptômes en général quand j'ai la crève, donc heureusement, surtout que il y a encore pas mal de taf qui a été fait. Pour vous donner une idée, certes, bon, j'ai déjà connu des jours meilleurs, mais j'ai tourné aujourd'hui une petite vidéo, puisqu'on parle de série, donc attention, petit spoil, j'ai tourné une petite vidéo qui arrivera dimanche 25 pour Noël, le jour de Noël, aux alentours de 18h, sur les attentes, les infos et toutes les théories de la série de Last of Us, qui sortira donc 3 semaines plus tard. Ce sera votre petit cadeau de Noël de ma part, de moi à vous. Petite vidéo un petit peu à l'ancienne, on va parler un petit peu attentes, théories, décryptage de bande-annonce, etc. Et j'espère que ce sera, ma foi, fort sympathique de votre côté. Mais vous aurez l'occasion de regarder ça dimanche, aux alentours de 18h. Normalement, elle a été tournée il y a à peu près une demi-heure, là, un petit peu plus d'une demi-heure. Donc ça va encore à peu près. Ça va encore à peu près. Disons que là, si je devais donner mon état actuel, techniquement, j'ai un mal de crâne hallucinant. Et puis, j'ai le nez pris comme jamais. Donc ça fait chier de ouf. Sinon, ça va. Bon, globalement, pas de fièvre apparente, enfin pas plus ou pas moins que d'habitude, sinon je sais pas le gérer ça. Pas en particulier de courbatures, de ceci, de cela, une nuit bien dégueulasse, une nuit bien dégueulasse, mais tout est rentré dans l'ordre dans l'après-midi. Il reste les maux de tête, il reste un petit peu de tout de temps en temps, mais ça c'est parce que je savais que j'étais, voilà, la semaine dernière... on est sorti en chemise à moins 2 degrés, donc forcément c'était pas terrible. Mais voilà, ça m'empêche pas l'avantage. Comment dire, ça m'empêche pas de travailler et ça m'empêche pas effectivement d'être là pour vous et de parler de ce bilan série. Le seul truc que j'espère, c'est que vraiment demain, je suis pas même pas dire que je suis fatigué ou quoi, je suis pas plus claqué que ça, c'est juste que j'ai la tête prise de ouf à cause de, mais comme tout le monde, hein, à cause des sinus, etc., puis à cause de la gorge. Donc ça remonte dans la tête et ça casse les couilles de ouf. Ça se trouve, c'est même pas le Covid, hein, c'est juste une petite crève qui donne mal au crâne parce que, bah voilà, hein, j'ai fait le con la semaine dernière à sortir en chemise à moins 2 degrés. Mais, euh, mais j'espère surtout que ça ira mieux demain, parce que demain, on a un live de 10h. Donc, comme on a un live de 10h demain, de 14h à minuit, ce serait con quand même que j'ai la tête en vrac. Heureusement, étant donné que je fais partie de l'élite et que je suis un descendant direct des dieux, je suis quand même en forme pour vous proposer ce live de ce soir. Merci beaucoup, mon Elias, pour le don, ça fait plaisir. Tu lances un live en même temps que City Liverpool, désolé, mais ça va. Regardez ce bon vieux Erling, je regarderai la rediff. Ça marche, Elias, y a pas de souci. Je savais pas qu'ils avaient récupéré. C'est quoi, c'est le Boxing Day là? Non, pas encore. Ça rejoue déjà en Première Ligue du coup. Putain, ça a été vachement vite. En espérant qu'Haaland mette encore 14 buts. Hein, désolé pour ces pauvres supporters de Liverpool, dont je fais partie, parce que Liverpool est une équipe que j'aime beaucoup. Haaland n'est pas humain, c'est un robot. Donc forcément, c'est chiant. Mais t'inquiète pas, ouais, la rediff sera là dès demain. La rediff de mon bilan cinéma, film est déjà disponible sur la chaîne secondaire, si jamais ça vous intéresse. Petit préambule, avant de commencer ce live, je le reprécise, c'est pas un live analyse filmique et c'est pas un live de critique, puisque là pour le coup, l'intégralité des séries qui sont présentées à deux près, c'est des séries dont j'ai déjà parlé en live ou en vidéo. Donc dans tous les cas, vous avez déjà des analyses approfondies si vous voulez aller plus loin. Là, c'est juste une petite, une petite rétrospective. Et de deux, je commence par là tout de suite, et je pense que vous serez tous d'accord. 2022 a été pour moi l'une des plus grandes années dans l'univers des séries de l'histoire. Je crois que c'est l'année où j'ai regardé le plus de séries différentes, et je n'ai jamais vu, comment dire,
Je n'ai jamais vu une année aussi riche en termes de séries télévisées. Le top 10 que je vais vous faire, vous allez voir de temps en temps des trucs en mode ah ouais, cette série-là, tu la mets que huitième ou septième ou sixième, t'es sérieux? Mais en vrai, quand vous allez voir les 5 après, vous allez vous dire ah bah ouais, mais legit. Dommage pour le Beats Goal. Ah bah le Beats Goal, c'est sur Twitch, hein, c'est pas sur YouTube, donc on pourra encore peut-être le remplir demain ou dimanche. Je vous dis, hein, il reste encore deux live Twitch, donc je suis pas à l'article de la mort. J'ai la chance, moi, que le Covid, si c'est le Covid, je sais pas, je ferai un test demain. Si c'est le Covid, j'ai la chance d'avoir deux, trois petits symptômes légers au début, puis après d'être asymptomatique tout de suite. Et encore, ça ferait la troisième fois que je l'ai, la deuxième fois, j'étais asymptomatique tout court. J'avais pas de symptômes du tout. Là, si c'est juste un rhume et que ça remonte et que ça fait mal au crâne, ça va. C'est pas non plus terrible, terrible. Je veux dire, j'ai encore le goût, je suis pas plus fatigué que ça, je suis pas chaud, j'ai pas mal à la gorge, donc tout va bien. Tout va bien, pour l'instant. C'est juste que c'est chiant, parce qu'effectivement, avoir mal au crâne quand t'es constamment sur des écrans, c'est chiant, ça fatigue, et demain, pour un live de 10 heures, j'espère ne pas être trop fatigué, quoi. C'est surtout ça. C'est surtout ça. Mais voilà, une année riche comme rarement. Pour vous donner un ordre d'idée, globalement, ça a été assez compliqué de vous faire un flop 5. Parce que, voilà, il y a un flop... Bon, il y avait deux ou trois séries où effectivement, ça a été des purges. Et il y a eu des grosses déceptions. Comment dire, mais sinon c'était pas non plus une année où on a eu multitude de séries catastrophiques. Preuve en est, hein, c'est vraiment pour faire un flop 5. Vous allez voir que mon flop 5, j'ai regardé que 2 ou 3 épisodes par curiosité. Je me suis fait chier comme un rat mort, donc j'ai pas regardé la suite. Est-ce que c'est vraiment légitime de le mettre dans le flop? Techniquement oui, parce que ça m'a pas donné envie d'aller plus loin, mais non, parce que bon, j'ai vu que 2 ou 3 épisodes. Voilà, il n'y avait pas non plus 50 000 flops différents. Les 4 autres, bon, ça a été vraiment des grosses déceptions. Maintenant, pour ce que dit Drop One, par exemple, par rapport à Disney+, c'est le même problème que moi avec les films. Des séries qui sont mauvaises ou qui m'intéressent pas, je les regarde pas. Donc, j'ai pas eu, comment te dire, d'accroche particulière pour avoir l'envie de regarder des séries qui me plaisaient pas. Donc, il y a probablement un torrent de séries qui pourrait rentrer dans un flop 10 ou un flop 15. Le fait est que je les ai pas vues. Il y a beaucoup de séries dont on va discuter ce soir. Il y a beaucoup d'autres séries qui rentreraient pas dans le top parce qu'elles sont moyennes ou relativement correctes, mais qui ne pouvaient pas rentrer dans un top 10. Mais j'ai eu l'occasion de voir beaucoup de séries cette année. Donc, et assez peu, du coup, non qualitatif, puisque j'allais pas dedans directement. Je pense par exemple à Moon Knight, où c'était très disparate. Hein. Beaucoup disaient que c'était très bien, d'autres ont vraiment peu apprécié. Moon Knight, j'ai pas vu. Puis il y a quoi d'autre comme série flop? Les Anneaux de Pouvoir, je sais que pour beaucoup de gens, Les Anneaux de Pouvoir a été un flop incommensurable. J'ai pas regardé parce que globalement, ça m'a complètement sorti du truc. Enfin, je veux dire, plus le temps passait, plus que me disaient les gens, ça m'a même pas donné envie de regarder. Je voulais tout regarder d'un coup pour faire une vidéo. Je l'ai même pas fait parce que des retours que j'ai eus, ça ne donnait pas envie du tout. Par contre, effectivement, j'ai eu l'occasion cet été d'en rattraper une bonne dizaine. Et on va voir très rapidement, puisqu'on va aller hop direct sur cette page qui va nous montrer effectivement les tops et les flops de cette année 2022. Une année, encore une fois, que je considère extrêmement riche. Probablement l'une des plus riches que j'ai eues depuis très longtemps. Vraiment, ça a été assez incroyable l'année qu'on a pu se mettre sur l'arrière de la gueule, comme dirait ce bon vieux Matt Gomez. She-Hulk, chef-d'œuvre, le PowerPoint de la légende. Ah ouais, là, ça c'est le PowerPoint de plaisir. C'est vraiment, là, globalement, ça c'est saut fac de l'île 3, mais c'est vraiment le PowerPoint du plaisir. Et salut à Gork, salut à mon Yaya que j'ai vu aussi dans le chat, salut à tous. Peut-être, alors, il y en aura encore un la semaine prochaine, mais techniquement, l'avant-dernier live de l'année 2022. Petit pincement au cœur quand même. On est dans les bilans de fin d'année, ce qui veut dire que on est dans l'avant-dernier live de l'année. Il reste ce live-là, il restera le live de ma collection Blu-ray DVD qui arrivera normalement mercredi de la semaine prochaine. Mais on est sur l'avant-dernier live de l'année 2022. Et techniquement, il ne reste plus que 4 lives en tout. Peut-être 5. Peut-être 5 si...
Peut-être 5 si je fais le live du 31 janvier avec vous. Mais ça dépendra du Beats Goal. Mais sinon, on est dans les 4 derniers lives. Et le top flop jeu vidéo, tu le feras. Si je le fais, ce sera sur le live du 31, Roawin, ouais. Le live du 31, il y aura quasiment pas de gaming. Ça va être beaucoup de talk et de trucs qui vont vous intéresser. Voire même de choses où vous allez avoir un rôle hyper important. Mais j'en dis pas plus. Je le dirai quand il faudra. Mais le bilan top et flop jeu vidéo, ce sera s'il y a le live du 31, ouais. J'ai craqué, Val, le Carnot arrive. Oh, en même temps, je te comprends. Alors, elle est vachement plus petite que ce que j'imaginais, la figurine du Carnot, quand j'ai regardé en termes de taille. Par contre, elle est magnifique. Elle est magnifique. Un plaisir de te suivre depuis quelques mois grâce à The Walking Dead. Un plaisir, c'est vous que t'aies continué à me suivre sur ce que je fais maintenant, hors Walking Dead, justement. C'est pas le cas de tout le monde, c'est même quasiment le cas de personne. Encore est-il que, spoiler, on va parler de The Walking Dead ce soir. Avec un malin plaisir, je vous en cache pas. Avant de parler de la suite, World Beyond était mis 3e ou 2e, je crois, de mes flops. Et finalement, je me suis rendu compte que c'était fin d'année 2021, c'était pas 2022, la saison 2 de World Beyond. Donc j'ai été obligé de retirer un flop à mon grand désarroi. J'aurais tellement aimé parler de Walking Dead plein de fois. J'aurais pu mettre Tales, mais enfin bon, j'ai dû voir 3 scènes. Ça aurait été juste pour le plaisir de rajouter un flop. Mais enfin bon, ça aurait été quand même pas terrible de mettre, alors que t'as littéralement pas vu la série. C'est pas comme le premier flop où globalement j'ai vu que 2 ou 3 épisodes. Et je l'ai mis dans flop parce qu'il fallait me faire un flop 5 parce que sinon j'en avais que 4. Non, Tails, quand bien même je sais que c'est à chier, j'ai pas pu le mettre parce que je l'ai pas vu, donc ce serait malhonnête. Merci beaucoup Mathéo pour le don, ça fait plaisir, merci pour le soutien. Merci beaucoup. En parlant de série, je te remercie de m'avoir fait découvrir Mr. Robot, d'ailleurs ça est devenu ma série préférée. Exceptionnelle. Exceptionnel, Mister Robot. Merci pour tous les lives, je regarderai en replay. Bah, ça marche avec plaisir, Mathéo. Le replay sera présent demain. Le replay sera là demain sans aucun problème. Faudra que je me presse, parce que j'ai le live à 14h. Faudra que je me presse de le mettre directement sur YouTube assez rapidement, aux alentours de midi demain. Parce que c'est vrai que quand je fais des lives comme ça, il faut que je cut la musique d'introduction, sinon elle est bloquée. Enfin, j'ai un petit retravail de montage derrière, mais normalement, ça devrait être présent demain sans souci. Vas-tu faire une vidéo sur The Walking Dead? Jamais de la vie. Mais par contre, Walking Dead, on va en parler ce soir. Et je vous propose qu'on commence nonchalamment, comme ça, dans un calme olympien. Est-ce qu'on démarrerait pas directement, là, let's go, avec notre petit flop 5 des séries télévisées? Parce que, écoutez, on a quand même 15 séries à se mettre à l'arrière de la gueule. Je vous propose tout de suite qu'on commence avec le flop 5 de cette année 2022, qui est attribué à... C'est beau, c'est grand. Viking, Valhalla, spin-off de Viking. C'est la série, effectivement, dont j'ai parlé, où j'ai dû regarder que 2-3 épisodes, peut-être 4 maximum. Je me suis fait chier comme un rat mort. Vraiment, je me suis fait chier comme un rat mort. J'ai eu l'impression de revoir un petit peu les mêmes problèmes que... comment dire que les mêmes problèmes qu'avait la série Viking sur la fin de son existence, c'est-à-dire le post-Ragnar, voire en particulier sur la saison 6, qui pour moi était catastrophique de Viking. Je trouvais qu'il y avait assez peu de charisme vis-à-vis des protagonistes principaux. On essayait de revenir un petit peu aux sources de ce qu'était l'origine de Viking. Je trouve que la sauce ne prend pas. Littéralement, on se rend compte que c'est radicalement dans les thèmes à peu près similaires, mais vis-à-vis des personnages, de la prestance, de la substance, de la réalisation, des enjeux, assez lisse, assez terne et globalement pas du tout comment vous dire admirable et inoubliable. Voilà, c'est une série qui d'ailleurs l'est oubliable. Je vois beaucoup de messages dans le chat là, je l'avais complètement zappé, en vrai ça a l'air naze, etc. Bon voilà, la saison 2 arrive bientôt. C'est vrai qu'on pouvait avoir certains espoirs quand les premiers trailers sont arrivés. J'ai dû rattraper, soit pendant... Alors, je me rappelle même plus si c'est pendant l'été ou si c'était début septembre, octobre. Je me souviens plus quand est-ce que j'ai regardé Viking Valhalla. Mais je sais que globalement, ça a été voilà, une immense déception. J'ai pas pu aller plus loin que 2 ou 3 épisodes. J'ai regardé 2 ou 3 épisodes et globalement après, c'est vrai que ça a été sitôt vu, sitôt oublié. Donc un potentiel intéressant. Des années et des années et des années après ce qu'on avait déjà vu et ce qu'on avait déjà travaillé dans l'univers des Vikings, mais alors aucune ampleur, quoi.
Voilà, personnage sans intérêt. C'est avec des personnages sans intérêt, quand dans la saison 1 de Viking, t'avais quand même des Rollo, des Ragnar, des Floki. Tu fais forcément, enfin c'est con à dire, mais tu fais forcément le rapprochement avec la série mère. Tu fais une série sur Viking, spin-off de Viking, quand bien même tu te dis il faut pas comparer avec Ragnar et le reste, tu es forcément obligé de comparer parce que on est sur une série qui, voilà, traite à peu près du même univers, du même sujet, et puis qui va faire des rapprochements. Et là, malheureusement, ça a été assez catastrophique dans l'ambiance, dans l'environnement, dans les personnages, et puis dans l'intérêt même du récit, quoi. Du peu que j'ai pu voir. C'est-à-dire que ça m'a même pas donné envie d'aller au-delà de l'épisode 4, quoi. J'ai dû voir 3 ou 4 épisodes, ça m'a pas donné envie d'aller plus loin. Donc ça mérite d'être un flop, étant donné que je suis un grand fan de la série Viking. Encore est-il que je suis un grand fan de la série Viking, je conspue tellement la saison 6, True Story. Hein. J'avais précommandé sur la Fnac le coffret de Viking, des 6 saisons en Blu-ray, parce qu'il était à moitié prix. Bah, je vais vous dire, j'avais mieux à acheter, j'ai annulé ma commande alors qu'il était à moitié prix, il était à 40 € au lieu de 100, je crois. Je l'ai quand même annulé, simplement parce que je me suis dit, avoir un coffret où la deuxième partie de saison 5, tu la trouves nulle, et la saison 6 catastrophique, bah en vrai, ça me saoule. Ça me saoulait de dépenser 45 balles là-dedans, tu vois. Viking, pour moi, c'est les saisons 1 à 4 et la première partie de saison 5, et c'est tout. Le reste, c'est littéralement sauvé que par Ivar, et 2 ou 3 péripéties, notamment chez les Amérindiens, dans les 2 ou 3 derniers épisodes. Mais bon, ça va. Comment il s'appelle déjà celui qui est sur son bateau, là, le fils de Ragnar, qui est littéralement sur un radeau pendant, comment dire, pendant 12 épisodes, là. Putain, c'est chiant comme la pluie. Donc j'ai eu un peu de mal. Bah, ouais, mais Drop One, le problème, c'est que l'épisode 11 avec Bjorn, voilà, merci. L'épisode 11 avec Bjorn, il est bon. Mais dans l'ensemble de la saison 6, sur 20 épisodes, t'en as 2,5 de bons. Littéralement, t'en as 2,5 de bons. Et puis alors, les choix narratifs du final sont catastrophiques dans Viking. Donc malheureusement, je peux pas, moi, mettre cette série sur un haut piédestal, juste parce que la fin de Bjorn est superbe, parce que la fin d'Ivar est superbe, et parce que Ube a découvert les tribus amérindiennes, et que je trouve que c'est intéressant de le rappeler, parce que beaucoup de gens l'ignorent, que les Vikings sont carrément allés jusqu'en Amérique. Mais à part ça, il y a rien à tirer. Les Russes, c'est probablement le pire arc narratif de l'histoire de Viking. Donc j'ai eu beaucoup de mal, moi, avec la saison 6. Et je trouvais qu'on était dans la même continuité, quoi. C'était très... on a perdu l'âme de Viking, je trouve. Et malheureusement, cette série-là ne parvient pas à la rattraper. Numéro 4 des flops de cette année. On va retrouver un petit peu des terrains qu'on connaît malheureusement que trop bien. Et je pleure des larmes de sang. The Book of Boba Fett, je suis obligé, hein. Et putain, pourtant, Dieu sait que j'ai défendu Robert Rodriguez, Dieu sait que j'ai défendu la série, que j'ai été moins méchant que certains, que je lui trouve des qualités, qu'il y a 2 épisodes sur le Mandalorian qui sont exceptionnels. Le problème, c'est que c'est des épisodes sur le Mandalorian, c'est pas des épisodes sur Boba Fett. Qu'il y a quelques phases intéressantes, mais c'est là aussi le problème, hein, c'est que sur le peu d'épisodes que nous aura offert le Book of Boba Fett, l'intégralité, la majeure partie, disons, reste indubitablement décevante. Je veux dire, on aurait pu imaginer beaucoup plus. C'est ça le souci, c'est qu'un flop n'est pas forcément une série catastrophique. Globalement, Boba Fett, je trouve pas que c'est une série catastrophique. Il y a des choses, comment dire, qui m'intéressent, il y a des choses qui m'interpellent. Il y a eu des segments très intéressants vis-à-vis, je trouve, de Boba Fett. Maintenant, ça reste hyper décevant. Surtout quand je pars, moi, en considération du fait que je suis un fan de Boba Fett depuis toujours. Je sais pas s'il y en a dans le chat qui étaient comme moi, mais depuis l'épisode 5, l'épisode 6 et après quand ils ont fait les remasters, le petit caméo dans l'épisode 4, enfin bon, ça c'est vraiment histoire de faire plaisir aux fans, mais moi depuis les épisodes 5 et 6, et depuis les comic books du côté obscur où tu lisais les aventures de Boba Fett, j'étais un fan absolu de Boba Fett. Quand j'ai vu qu'ils allaient faire une série là-dessus à la fin du Mandalorian, j'étais en mode take my money. Tout ça pour ça. Tout ça pour ça. Une demi-saison en train de ride des Bantals avec les Tusken, et puis une demi-saison où globalement le mec n'est même pas une menace. Il faut attendre le dernier épisode pour que Boba Fett redevienne Boba Fett. C'est dur.
c'est dur. Et ce qu'il y a d'encore plus dur et de plus terrible, c'est que les 2 épisodes avec Mando sont énormes. Et là, tu te dis, la Mando-dépendance, ah bah ouais, mais comment tu veux donner du crédit à Boba Fett? Je veux dire, le Mandalorian, il est tellement au-dessus, gros. Alors que normalement, voilà, et Boba Fett, c'est un chasseur extraordinaire. On retient limite plus Fennec. Ce qui est terrible. Ce qui est terrible, parce que moi, j'adore Boba Fett, j'adore Temuera Morrison, j'adore Robert Rodriguez. Moi, je fais pas partie des gens qui vont vous dire que Robert Rodriguez, comme dit Just Mike, il s'est pas filmé, etc. Moi, j'aime bien Robert Rodriguez. Je trouve qu'il a fait des choses intéressantes. L'idée d'une nuit en enfer était hyper brillante. Les 2 premiers Spice Kids étaient tout à fait sympathiques. C'est lui aussi qui a fait Sin City avec Tarantino et Frank Miller, mais ça reste quand même de lui. Alita Battle Angel, c'était quand même vachement estampillé Cameron, mais ça prouve qu'il sait tenir une caméra. C'est un mec qui aime les projets un peu atypiques. Il a fait un film avec 7 000 $, je crois, il y a pas si longtemps. Moi, j'aime bien Robert Rodriguez. Alors après, il se perd dans des expérimentations cheloues. Mais Planète Terror, je trouve ça génial. Planète Terror, je trouve ça incroyable. Mais alors, Planète Terror, c'est marrant parce que je l'ai racheté à 1 € en DVD. Le DVD collector de Planète Terror, je l'ai racheté sur Amazon pour 1,50 €. Je l'ai pas pris en Blu-ray. Pourquoi? Parce que j'ai le coffret collector de Boulevard de la Mort aussi. Et donc du coup, comme j'ai le coffret collector de Boulevard de la Mort en DVD, j'ai voulu le coffret collector de Planète Terror. Ce qui fait que j'ai les 2 films Grindhouse. Je suis fanatique de ces 2 films-là. Planète Terror, je trouve ça trop bien. Mais après, il faut aimer le style. Rodriguez n'a pas fait que des bons trucs. Je crois que Rodriguez, il a produit Une Nuit en Enfer 2 et 3. Je crois même qu'il les a peut-être même scénarisés. Une Nuit en Enfer 2 et 3, c'est pitoyable. Hein. Surtout le 2. Le 3, il y a 2-3 trucs positifs. Il y a Temuera Morrison dans Une Nuit en Enfer 3. Il y a Orlando Jones. Il y a 2-3 trucs sympas parce qu'on revient aux origines du Titi Twister. Mais sinon, derrière, le 2 est lamentable. Le 2 est lamentable. Il y a une scène dans Une Nuit en Enfer 2, je pense que c'est le pire dialogue que j'ai vu dans l'histoire du cinéma. À égalité avec Dinocro versus Supergator. Il y a 2 personnages qui survivent à la fin d'Une Nuit en Enfer 2, dont Robert Patrick, qui est le héros du film. Et Robert Patrick, à un moment donné, il regarde son pote. Ils ont buté des tas de vampires, ils ont vu tout le monde mourir autour d'eux, c'est une hécatombe terrible. Et il fume une clope, et puis t'as Robert Patrick... Enfin, t'as le pote de Robert Patrick qui lui dit « Mais il y a un truc que je me demande. Pourquoi des vampires dévalisent-ils une banque ?» Parce que techniquement, les vampires, ils faisaient un braquage. C'est vrai que en soi, c'est teubé, hein, déjà, comme idée. Hein. C'est les vampires du Titi Twister qui braquent une banque. Enfin, bref. Et t'as Robert Rodriguez, tu sais, qui regarde son pote et qui fume sa clope et qui dit cette phrase. Mais vraiment, au mot près. En plus, au mot près, genre... Il le regarde, il fait « Je ne sais pas. Peut-être que les vampires ont besoin d'argent, comme tout à chacun. » Là, j'ai voulu me tirer une balle. Je crois que c'est le tout à chacun qui m'a eu. Le tout à chacun, je crois vraiment que c'est là où je me sors. Oh là là là, putain. Oh Robert, putain, qu'est-ce que tu fais? Genre, ton scénario, là, aucun sens. C'est le seul truc que tu dis, c'est que les vampires, ils braquent une banque parce qu'ils ont besoin de thunes. Ah bah ouais, je me doute bien. Enfin, je veux dire, à un moment donné, ils vont pas chercher du poisson, quoi. Je veux dire, dans ce métier, ils braqueraient une poissonnerie. Comme tout à chacun. Mais je crois que c'est le comme tout à chacun, tu vois. Là, ils fument sa clope et ils sont dans une discussion méga philosophique alors qu'ils ont tué des tas de gars avant, tu vois. Ouais, peut-être qu'ils ont besoin d'argent, comme tout à chacun, tu vois, finalement. Enfin, je te jure, vas-y, laisse tomber. Mange tes morts, Une Nuit en Enfer 2. Mange tes morts. Je crois qu'Une Nuit en Enfer 2, c'est mon Starship Troopers 3, tu vois. C'est vraiment dans les trucs où j'ai envie de me tirer une balle et que je crois que même que je prends plus de plaisir à regarder Starship Troopers 3. Et Aurel qui est là dans le chat, c'est que pourtant Starship Troopers 3, j'ai du mal. Mais oh là, putain, violent. Hein. Par contre, Robert Rodriguez, pour moi, je suis désolé, c'est un mec qui a du talent et de la créativité. Robert Rodriguez, c'est peut-être plus un créatif qu'un réalisateur. C'est pour ça qu'il s'entend bien avec Robert Rodriguez, avec James Cameron. Faut savoir que James Cameron, il y a le livre sur Avatar 2 qui est sorti là récemment. Il y a un bouquin sur Avatar 2 où c'est tout l'art d'Avatar, etc. Et la préface, c'est Robert Rodriguez qui l'écrit. Et Robert Rodriguez, il dit que James Cameron, c'est un très bon copain à lui. Ils s'entendent très très bien. Peut-être un petit peu de piston pour Alita Battle Angel. Ça m'étonne pas, ces 2 créatifs. Ah, je les mets pas sur le même niveau. J'imagine Aurel Zweig, là, qui est actuellement, il vient d'arriver sur le live et il entend dire James Cameron et Robert Rodriguez. Ben, c'est le même level. 2 visionnaires. Je dis pas ça, hein. Mais comment dire c'est 2 créatifs. Pour moi, c'est deux gars qui aiment créer. Une Nuit en Enfer, Robert Rodriguez, il fait son film, il fait ensuite la série télé qui va avec. La série télé qui est vachement bien. C'est 2 créatifs. C'est peut-être plus des créatifs que des réals. Sauf que James Cameron est un très bon réal. Robert Rodriguez, ça dépend des fois. Faut pas qu'il parte dans du trop borderline. Lava Girl, les Shark Boy, là, ou l'inverse.
Par contre, il a quelques bons trucs. Et là, je pense que sur Boba Fett, on se disait, Boba Fett, western, retour d'un personnage culte, Robert Rodriguez à la réal, je ne pouvais que être hypé. Et j'ai trouvé que c'était décevant. Comment ça, mon Alejandro? J'ai trouvé que c'était décevant. J'ai pas d'autres mots, mais j'ai trouvé que c'était décevant. Pas lamentable, je vous incite à voir ma vidéo. Pas lamentable parce qu'il y a beaucoup de points qui sont intéressants, même notamment sur les Tusken ou sur le Sarlacc ou des choses comme ça. Par contre, derrière, pas du tout au niveau, quoi. Au contraire de la série suivante, qui elle est vraiment à chier. Vraiment, hein, là c'est une catastrophe ambulante. Et vous allez vous dire, waouh, il met She-Hulk numéro 3. C'est-à-dire qu'il y a encore 2 trucs pires que She-Hulk après. Violent pour les 2 trucs qui sont après. Parce que je pense que en vrai, She-Hulk sera numéro 1 des flops de l'année pour littéralement tout le monde. J'ai une déception orgasmique qui arrive après. Et j'ai une série lamentable qui arrive encore après. Donc il y a encore 2 flops supplémentaires. Daredevil s'est tapé She-Hulk et a décidé de partir au petit matin, pieds nus, en tenant ses bottes, en costume, et en disant bonjour à une petite vieille. Daredevil. On passe au numéro 2, parce que franchement, nique ta mère, She-Hulk. Nique bien ta mère. Nique bien ta mère. J'ai même pas envie d'en parler. C'est au-delà de mes compétences. Je ne veux plus parler de cette connerie. De Kevin Feige qui s'autosuce lui-même là avec son univers, qui scène lamentable, mais qui va être capable derrière d'entre guillemets, de constater en faisant genre que c'est de notre faute. Alors, allez, va-t'en, She-Hulk, c'est bon, merci. Je retiens juste l'actrice qui joue She-Hulk, qui est hyper douce, hyper charmante et qui joue très bien le rôle, et le personnage de She-Hulk qui en soi est plutôt intéressant dans sa personnalité, pas dans ce qui lui arrive. C'est les 2 seules qualités qu'a She-Hulk. Moi, She-Hulk, le seul truc où je le défends, c'est dire arrêtez de vous en prendre à l'actrice et au personnage, c'est les seuls trucs qui sont un tant soit peu empathiques. Le reste c'est bidon. Le reste, c'est bidon. Moi, l'actrice qui joue She-Hulk, je trouve qu'elle le joue assez bien, tu vois, le personnage. Mais ce qu'on lui fait faire... voilà, ce qu'on lui fait faire, c'est pitoyable. La série She-Hulk est pitoyable. Il y a juste l'actrice qui s'en sort pas trop mal, et puis 2-3 degrés de personnalité qui peuvent être assez empathiques. Mais She-Hulk, c'est pitoyable. On est à Kenobi, top 2 des flops de cette fin d'année. Pourquoi un numéro 2? Parce que c'est la plus grosse déception que j'ai eue depuis très longtemps. Faut imaginer que au mois de juin est sorti Kenobi et Jurassic World Dominion. C'est la série Weltwerk. Oui, voilà, quand je disais que ce qu'on faisait faire à She-Hulk n'était pas extraordinaire. Disney à Kenobi. Ah ouais, non, mais c'est... Voilà, le mois maudit. Jurassic World Dominion et Kenobi sont sortis le même mois, autant vous dire que c'était très, 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 très compliqué. Une déception exceptionnelle, à la hauteur des attentes. Probablement la série qu'on attendait tous. Probablement la série où on s'est dit, ils ne peuvent pas se planter avec le retour d'Aiden Christensen, avec Obi-Wan, avec le retour d'Ewan McGregor. C'est la parallèle entre prélogie et trilogie originale. Et ça a été un fiasco total. Une série feignante comme j'en ai rarement vu. Aucunement épique, à 1 ou 2 scènes près. À la conclusion assez lamentable, à 2 ou 3 plans près, pareil, hein, je veux dire, à part quand on voit Vador avec son casque en moins, où là la scène est plutôt intéressante, je trouve que le combat est indigne d'un combat entre Vador et Obi-Wan tel qu'on pouvait le voir. Probablement très peu de budget insufflé à la série, et c'est consternant quand on sait qu'on parle quand même d'Obi-Wan Kenobi. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Et quand vous allez voir que dans les tops, il y a une série Star Wars que personne n'a vue, parce que tout le monde s'en fout alors que c'est extraordinaire, je me dis, je crois avoir enfin compris le fonctionnement de Disney+. Une série comme Boba Fett, ou Kenobi, ou Marvel, tous les trucs Marvel un peu, comment te dire, qui sont censés être... importants pour les spectateurs et qui sont censés apporter énormément aux fans. Dès qu'il y a de l'enjeu, Disney fait littéralement que de la merde. Parce que trop plein de pression, parce que trop de fanservice, parce que trop envie de bien faire.
Alors que quand ils ont l'opportunité de faire des séries atypiques que personne n'attend, c'était le cas avec Mandalorian, ça a été le cas avec Andor, ça a été le cas avec What If par exemple, et ben là dans ce cas-là ça devient vachement bien. Je pense que les séries inattendues, c'est là où Disney et Star Wars et Marvel sont capables de faire ce qu'il y a de meilleur. Par contre, derrière, Werewolf by Night, par exemple, ouais, c'est vrai. Werewolf by Night que personne n'attendait, aucune pression. On laisse un petit peu les gars chapeauter en mode tiens, Michael Giacchino, réalise ton truc. De toute façon, on ne mise pas dessus. Quand Disney ne mise pas sur une série, on laisse l'opportunité aux créateurs de mettre leurs pattes et ça donne un truc super. Quand Disney pose sa patte littéralement sur une série, parce que c'est censé être une série qui fait gagner un maximum de pognon, ça donne Kenobi. C'est mou du genou, mais mou, mais comme j'ai rarement vu des trucs aussi mous. Il se passe rien avant le 5e épisode. Les Inquisiteurs, c'est une vaste blague. Kenobi est assez peu développé, finalement. Vador, c'est la seule chose qu'il y a de positive et on le voit que trop peu. C'est feignant à mourir. Déjà, rien que de base sur les flashbacks, il y en a vraiment trop peu. Et puis alors, en termes de réal, c'est pitoyable. Il n'y a que la première scène en plan séquence qui fait illusion. Mais tout le reste de la série, les effets spéciaux sont nuls. Et alors, quand tu regardes la série et que tu te dis... Enfin, moi, je me rappellerai toujours de cette scène, mais... quand Kenobi et Leia sont dans une espèce de vaisseau et ils s'arrêtent au péage. Ils s'arrêtent au péage parce que le péage, il y a une barre électrique. Sauf qu'en fait, la barre électrique, elle est comme ça. Et tu te rends compte qu'en fait, eux, ils se mettent dans la merde alors que tout ce qu'ils auraient pu faire, c'est contourner la barre électrique. Genre, t'as un plan en hauteur, tu vois, où tu vois qu'ils auraient pu contourner la barre électrique. Et eux, non. Ils restent plantés devant le péage en mode « Oh là là, mais qu'est-ce qu'on va faire si le péage ne s'ouvre pas ?» Bah gros, contourne, espèce d'abruti. Mec, t'as la force. Fais un saut de force. Quand bien même ça te fait chier, fais un saut de force. Ton péage, gros, il fait 20 cm de haut. Qu'est-ce que tu me racontes? Fais un saut de force. Alors on va me dire, ouais, mais il avait plus trop ses pouvoirs, il était en Bérésina total. Ouais, ok, bah dans ce cas-là, contourne, fais le tour. N'oublie pas la disparition du grand Wade, tout le monde l'a pleuré. Ah non, 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 mais c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. La nana, là, qui les aide, qui jouait dans Game of Thrones, qui est dans un couloir. Je sais pas si vous vous souvenez, c'est dans l'épisode 5, je crois. Elle est dans un couloir, il y a 40 Stormtroopers devant. 40 Stormtroopers, il faut 10 minutes pour qu'il y ait au moins un Stormtrooper qui lui tire dessus. Elle est dans un huis clos, dans une salle, il y a que elle. Elle en tue une dizaine, et eux, ils tirent, l'autre, elle bouge pas, elle est au milieu d'une immense salle, enfermée dans un huis clos, il y en a pas un qui arrive à lui tirer dessus. T'es là, tu fais, les mecs, vous êtes 40 en face, même par accident, tu devrais lui tirer dessus. La course-poursuite dans les bois, meilleure scène. Ah, mais les courses-poursuites dans Kenobi et Boba Fett, entre la course-poursuite de Kenobi, là, où, vas-y, dans les bois, ça rime à rien. Et pourtant, c'est Fléa, c'est le gars des Red Hot. Hein. Enfin, ça change rien, mais c'est toujours important de le souligner. Et puis, la course-poursuite de Boba Fett, là, où ils sont environ à 35 km/h dans Tatooine, t'as peur, hein. Obi-Wan qui cache Leia dans son manteau, genre ni vu ni connu, ouais. Tu sais à quoi ça m'a fait penser, Drop One? Obi-Wan qui cache Leia dans son manteau, ça m'a fait penser à Ma famille d'abord, quand Michael Kyle, il cache Franklin pour faire du piano. Et qui se dit, piqûre d'abeille, piqûre, je suis allergique. Et donc, du coup, il a pris un ventre de 1000 kilos. Ça m'a fait la même chose. Je me suis dit, mais attends. Vous êtes sérieux ou les Power Rangers? Ah ouais, non, mais je te jure. Pour ceux qui ont la ref de Ma famille d'abord, je suis sûr que quand vous voyez la scène, maintenant, vous vous dites, ah mais c'est tellement ça. Une scène de Looney Tunes. Ah mais c'est pitoyable. C'est pitoyable. Je te jure, cette Kenobi, c'est nul. Honnêtement, Kenobi, c'est nul. Et c'est surtout hyper décevant, quoi. C'est une honte. C'est à ce niveau-là, c'est une honte. On va parler d'un truc honteux après, hein, parce qu'il y a le top flop encore. Hein. Mais bon, ça va, ça fait 14 ans que c'est devenu honteux, donc c'est plutôt tranquille. Mais là, Kenobi, par rapport aux attentes qu'on avait, c'est pas possible. Trop hâte pour Mandalorian saison 3. Comment ça va, Alexandre? Bah, Mandalorian saison 3, ouais, ça va être... Mais Mandalorian, c'est super bien géré. Parce que derrière, t'as Filoni, t'as Jon Favreau, t'as des mecs qui connaissent leur milieu, puis qui essaient de faire des choses positives. Et puis d'un autre côté, tu te dis,
Au moins, c'est atypique. C'était la première série Star Wars. On a misé sur un truc que les gens connaissaient pas. Tranquille, tranquille. On peut se permettre de créer. Là, tu peux pas. T'as les studios qui sont derrière. Ça a dû être bridé de ouf, mais ça vaut pas la scène où Junior demande à son père depuis combien de temps on se connaît. Je sais pas, je dirais 16, 17 ans. Exactement. Ça fait quasiment toute ma vie. Elle est incroyable, celle-là aussi. La meilleure scène avec Junior, moi, c'est quand il a son bébé magique, et puis qu'il lui retire le bébé, et qu'en fait, les parents disent que le bébé n'est pas magique. Et t'as Junior qui est là, il fait « Oh non, 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 j'en ai marre d'être bête. Durant toute ma vie consistait à m'arrêter au panneau stop et à attendre qu'il devienne vert. » Je te jure, celle-là, mais à chaque fois, je me tape une barre extraordinaire. J'imagine la tête du mec qui est devant un panneau stop et qui attend que le panneau devienne vert. C'est tellement bien écrit, c'est trop con. Oh ouais, c'est vraiment trop bien. Ou là où ils doivent vendre des chocolats, là. Il y a un truc où Franklin, machin, tous, là, ils doivent vendre des barres chocolatées. Et puis t'as Michael Kyle qui dit à... Il y a Claire, Junior et Caddy qui parle à Claire et puis qui dit essaie de jouer de tes charmes en disant ce serait trop génial si un beau garçon m'achetait à bon prix une boîte de chocolat. Et puis le pauvre Junior qui se met comme ça. Enfin, parce que lui, il a compris qu'on lui parlait. Ce serait trop génial si un beau garçon m'achetait à bas prix une boîte de chocolat. Franchement, cette scène, elle est exceptionnelle. Avec la réponse de Michael Kyle derrière qui est dégoûté et tout. Franchement, Ma famille d'abord, c'est exceptionnel. Ma famille d'abord, putain, je suis tellement content d'avoir vécu dans un monde où cette série existe. Franchement, c'est trop cool. Après, moi, je préfère... moi, mes préférés dans Ma famille d'abord, c'était clairement Franklin et Calvin. Le Calvinator. Franchement, Calvin était exceptionnel. Ma famille d'abord, pour moi, c'est dans mon top 5 de mes séries préférées humoristiques, largement. Même si tu pourras jamais détrôner Malcolm. Malcolm, pour moi, c'est en haut. Parce que je considère objectivement que Malcolm est la série la plus intelligente qui ait jamais été écrite dans l'univers de l'humour. Malcolm, voilà, c'est tout, c'est dit. J'ai posé la base. Pour moi, c'est Malcolm. Je pense qu'après, tu mettrais quand même Friends, parce que j'ai vachement grandi avec Friends. Et puis après, il faudrait voir, il y en a plein d'autres. Je parle dans les séries, pas dans les shortcoms, hein, parce que shortcom, tout ce qui est caméra café, etc., j'aime beaucoup, mais c'est un autre format. Mais dans les séries ou les sitcoms, Friends, Malcolm, c'est mon haut du panier. On va passer au top 1, enfin au flop 1. Bon, c'est pas vraiment... voilà, je pense qu'a priori, vous allez comprendre très rapidement. Ah, waouh, on part de Walking Dead sur ma chaîne. Tellement hâte. Oh merde, pardon. Attends, je crois que j'ai pas appuyé sur play. Aïe, 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 je vous ai spoil le 10e. Terrible, je vous ai spoil mon numéro 10. Non, mais là, j'attends avec impatience les gens qui vont dire sur Twitter ou partout ailleurs « Eh, regardez !» Attendez, faut que je le fasse. J'espère que je vais pouvoir le faire avec ma voix de Chipmunk, parce que franchement, avec la voix de Chipmunk, c'est limite encore mieux. J'espère que ça va marcher comme ça, mais franchement, il faut le faire avec la voix de Chipmunk. Hop, tac, je sais que ça marche. Et là, il faut partir là-dessus, en fait. Mais je comprends pas! Valou, t'avais dit que tu parlerais plus jamais de The Walking Dead! Et puis tu vois, bah finalement, bah t'en parles encore! De toute façon, on le savait que t'avais regardé la série! Je suis sûre que t'as regardé comme tout le monde en cachette! Allez, bah vas-y, dis-le! Bah c'est sûr! Et voilà, t'as pas respecté ta condition! T'as pas respecté ce que t'avais dit! De toute façon, si tu regardes plus Walking Dead, bah nous on le sait, hein, c'est parce que t'es plus pote avec les autres! Ah bah oui, hein, parce que t'es carageux! Ah bah ouais, c'est pour ça que tu parles plus de cette série, mais on sait que tu regardes et que tu kiffes! Tout ça pour bien démontrer, mangez vos morts, cette série est nulle à chier. J'imite très bien les rageux. Ah ouais, de ouf. Ah non, mais parce que je vous jure, cette série, j'ai arrêté de regarder à l'épisode 14, et je pense que littéralement tous les haters, ou tous ceux qui m'aiment pas, ou n'importe qui, se disent « Mais en fait, je suis sûr qu'il a continué à te regarder. » Et en fait, tout le temps, on me demandait « Continue d'en parler, continue d'en parler, continue d'en parler. » Et en vrai, bah non, parce que moi, à l'épisode 14, j'ai arrêté de regarder parce que ça m'a saoulé de ouf. Bah j'ai pas repris parce que c'est nul. C'est nul à chier. Alors la saison 10, c'était déjà lamentable, mais la 11, c'est pitoyable. La 11, c'est pitoyable. J'ai pas vu les... Alors, je me suis arrêté à la moitié du 14 ou à la moitié du 15, je sais plus exactement. Je considère que j'ai quand même vu 15 épisodes, donc ça peut largement se mettre dans un flop. Justement, je le mets dans le flop parce que j'ai enfin réussi à arrêter une série qui est catastrophique. Et le fait que j'ai arrêté Walking Dead, alors que c'est techniquement... Ah oui, parce qu'il y a ça aussi. Oui, mais Valou, tu devrais
déjà? Ce serait que la moindre des choses que tu continues d'en parler. Parce que, t'as été connu par ça et tu nous le dois bien. Non. Non. Non, pas du tout. Je dois rien à personne. Non, mais voilà, je dois rien à personne. Au contraire, j'ai été connu malgré The Walking Dead. Donc voilà, c'est comme Johan, j'ai trop de choses à faire. J'ai trop de choses à faire pour continuer à parler de The Walking Dead. J'ai trop de choses à faire, trop de choses à regarder, trop de choses à vivre pour parler de Walking Dead. Et alors, c'est pas pour revenir sur du drama, hein, mais alors quand comment dire, la compagnie de la bien-pensance, là, arrêtez pas de dire ouais, mais de toute façon, c'est parce qu'il parle plus avec Jims, avec Tokoi, avec Cora, que de toute façon, il a arrêté de Walking Dead. C'est sûr, c'est flagrant. Je les ai encore, les messages où je disais à Grimes, frère, en vrai... t'as plein de gens pour parler de l'épisode 15 avec toi. J'ai même cité Cora dans le lot en mode vas-y frérot, parle-en avec d'autres. Moi j'arrête, j'en peux plus. Je serai pas là pour l'épisode 16. J'ai arrêté au 15, ça m'intéresse pas. Donc cordialement, mais non, c'est mort. Donc quand on vient me dire ensuite que c'est simplement parce que y a eu un drama avec les 3 loustiques là, qu'à un moment donné, je me dis... Enfin, un drama, c'est beaucoup dire. Quand il y a eu tout ce qu'il y a eu là, que soi-disant, bah du coup, je parle plus de Walking Dead à cause de ça, je suis en mode, mais lol. Franchement, je le dis encore aujourd'hui, hein, j'aurais préféré que le drama existe de 2 ans avant. Au moins, si vraiment c'était à cause de ça que j'ai arrêté la série, j'aurais arrêté au début de la saison 10. Et ça aurait été tellement formidable. Vraiment, hein. J'aurais préféré arrêter 2 ans avant. Hein. Donc moi, en vrai, la prochaine fois, à tous les gens, je vous regarde là, dans la caméra, s'il vous plaît, à tous les gens qui veulent faire du drama avec moi, si on sent qu'une série part en couille, s'il vous plaît, faites du drama avec moi relativement tôt, histoire qu'au moins je regarde pas la suite. Au moins, tu vois, je sais que si quelqu'un, par exemple, veut m'engueuler et on sait qu'il y aura la saison 2 de Kenobi qui va arriver plus tard, fais un drama avec moi tout de suite. Comme ça, au moins, je serai pas obligé de regarder la saison 2 de Kenobi. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Tu te forçais depuis un moment et ça se voyait. Mais complètement. Mais après, bon... Ça fait partie d'une des 176 000 diffamations qui ont été dites sur moi par tout et n'importe qui à cette époque-là. Hein. Donc, dans tous les cas, tu sais, une pour une, 10 de retrouver. Hein. Donc, je le prends avec le sourire parce que c'est très très drôle. Mais en vrai, les gens qui sont objectifs et qui sont là dans le chat, comment dire, le savent. Walking Dead, saison 10, j'ai arrêté les reviews. Non, saison 10, j'ai arrêté les réactions. Saison 11, j'ai arrêté les reviews, je faisais plus que des lives. À un moment donné, j'arrête les lives parce que la série est lamentable. Voilà, quand on me dit que Negan, en vrai, quand on me dit que dans la série, j'ai arrêté au moment où on m'a dit que Negan, on l'avait pas vu depuis 2 épisodes, on le voit plus depuis 2 épisodes, et comme par hasard, quand on le revoit, il a une femme, il en a trouvé une, en plus elle est enceinte. Mais nique ta mère, en fait, série de cons. Genre juste, nique ta mère, série de cons. Qu'est-ce que c'est que cette connerie ? Negan, en 2 épisodes, il a trouvé une gonzesse, elle est enceinte, machin et tout. Il y a aucune ambition, aucune créativité, aucune réalisation. J'ai été spoil de 2-3 trucs sur la fin, il y a quasiment pas de mort. C'est nul à chier, c'est vraiment nul à chier. Le seul truc qui me faisait regarder la saison 11, c'était Eugène et Spencer. Mais bon, à un moment donné, Eugène et Spencer, je les aime bien, mais enfin bon... voilà quoi, je veux dire, même Negan, quand ils ont tué Negan, ils ont tué mon intérêt. Je l'ai toujours dit ça, mais quand ils ont tué Negan... Ça a tué mon envie de regarder la série. C'était fini après. C'était fini. Et ouais, flop absolu, parce que là, aujourd'hui, ils vont faire encore 150 000 spin-offs en mode ta gueule, c'est magique. Daryl, il va se retrouver à Paris, on sait même pas comment. Maggie et Negan, c'est pitoyable. Enfin ouais, j'ai regardé la saison 11, la 2e partie, c'était cette année. La première partie, c'était fin 2021, donc ça compte dans les flops 2022. Certes, la partie 3, je l'ai pas vue. Ah, désolé hein, pour tous ceux qui pensent que j'ai regardé, bah non, effectivement, je ne l'ai pas vu. Il y aura toujours des irréductibles hein, qui me diront quand est-ce que la prochaine vidéo Walking Dead elle sort ? Est-ce que tu vas en parler ? C'est tellement lamentable que tu parles pas du dernier épisode. Bah non, et je m'en bats les reins, les gars. Faudrait passer à autre chose. Hein. Faudrait passer à autre chose. À un point de me dire, en vrai, j'ai été connu grâce à Walking Dead, c'est vrai. Limite, aujourd'hui, YouTube, je continue à faire des vidéos malgré Walking Dead. Hein. Mais c'est terrible. C'est terrible. J'ai arrêté The Walking Dead à la saison 5, est-ce que j'ai raté quelque chose ? Pour les saisons 6, 7, oui, parce que la saison 6 est cool, la saison 7 est vraiment sympa.
Elle a été pas mal décriée, la saison 7, mais je trouve qu'il y a des vraies bonnes choses. Pas du tout une saison que j'aime pas. La 8 est pas terrible. Mais moi, à chaque fois en fait que les gens me demandent Walking Dead, est-ce qu'il faut que je continue à regarder, à chaque fois je dis aux gens, regardez jusqu'à l'épisode 5 de la saison 9. Après, la série n'a plus aucun intérêt. Après, pour moi, Walking Dead est mort. Mais jusqu'à l'épisode 5 de la saison 9, c'est important de continuer à regarder Walking Dead. Les 5 premiers épisodes de la saison 9 sont cool, et puis l'épisode 5 de la saison 9 est monstrueux. Mais sinon, derrière, après, voilà, c'est nul. En 8, il y a la biche quand même. La biche, c'est pas dans la saison 7, la biche? Je crois que c'est dans la saison 7, hein, la biche. Bah, la 7, tout n'est pas à garder, mais la 7, je trouvais qu'il y avait des choses intéressantes. Dans la saison 7, il y avait quand même beaucoup d'épisodes centrés sur Negan. Il y avait quand même Carl chez les Sauveurs. Il y avait Eugène chez les Sauveurs. Il y avait tout le mind game psychologique qu'il y a avec Trevor. Hein. Il y avait quand même des acteurs. Attends, à l'époque, on avait Andrew Lincoln, on avait... dans la saison 7, on avait Stephen Hogg, on avait Jeffrey Dean Morgan, on avait le gars qui joue Dwight, Austin Amelio, enfin on avait quand même beaucoup de monde. Saison 7, à 2 ou 3 épisodes près qui sont un peu chiants, ou voilà, avec des FX dégueulasses, la saison 7 est plutôt correcte. La 8, elle est objectivement très 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 moyen, voire même médiocre, mais brillante quand on voit ce qu'il y a eu après. Voilà, la saison 8 est largement au-dessus de la deuxième partie de la saison 9, que la saison 10 et que la saison 11. Enfin, de ce que j'ai vu de la saison 11, j'ai vu 15... Je crois que je me suis arrêté au 15e. J'ai arrêté au 15e épisode et demi. Parce que justement, avec notre cher Grimes, je lui avais envoyé un message en disant à la moitié du 15e, pour l'épisode 16, trouve quelqu'un d'autre pour ton live. Moi, je m'arrête là, je vais faire un live en disant que je termine, j'en peux plus. Donc c'était l'épisode 15, puisque j'étais censé faire le 16 avec lui, en live. Donc du coup, c'est au un quart d'heure, aux 10 minutes, un quart d'heure de l'épisode 15 que j'ai arrêté. Parce que je crois que c'est dans le 14 qu'on sait que Negan a une femme, et ça m'a flingué. C'était terminé après. Donc, bon. Non mais voilà, c'est pitoyable. Une série pitoyable, Walking Dead. C'est 6 saisons extraordinaires, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Une saison 7 plutôt bonne. Une saison 8 très moyenne, où là tu sens que Scott Gimple, il a considéré la série plus comme du pognon que comme de l'écriture. Même si c'est un bon scénariste, Scott Gimple, au demeurant, avant. Et puis après, saison 9, 5 épisodes de bons, le reste lamentable, 10 lamentable, 11 lamentable. Voilà, c'est vraiment, vraiment très, très, très mauvais. Et honnêtement, tout ce qui a gravité aussi autour de Walking Dead me concernant m'a saoulé de ouf. Tous les gens qui, jour après jour, m'envoyaient des messages. Pourquoi t'as arrêté? Est-ce que tu vas revenir? Est-ce que tu vas parler du final? Vous pouvez demander aux gens qui sont dans le chat et qui me suivent sur Twitch le nombre de fois où on me disait tu vas en parler, tu vas en parler, tu vas en parler, tu vas en parler, tu vas en parler. Non, et si j'en parle pas depuis des semaines, je vais pas en parler juste pour l'épisode de fin. Et je vais même vous dire un truc. Parce que le flop, honnêtement, le flop c'est Walking Dead, mais c'est la commu Walking Dead aussi. Hein. Je vais vous dire un truc, et je vous demande vraiment votre avis dans le chat d'un point de vue purement objectif. Si j'avais parlé du dernier épisode de Walking Dead, c'est-à-dire le 22 ou le 24, je sais plus combien il y en a eu. Si j'avais parlé de l'épisode 24 de Walking Dead, et que j'avais dit un truc du style réaction, plus review, plus live dans la même semaine, hommage au grand final, etc. Super, on parle de la fin. Vous auriez trouvé ça sympa, en mode « Ah ouais, au moins il revient, il termine là où il a commencé, c'est super », ou vous auriez trouvé ça méga hypocrite, en mode « Attends, le mec il dit que c'est de la merde depuis tout ce temps-là, et là il revient comme ça juste pour parler du final ?» Money, 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 parce que honnêtement, ça aurait été que pour ça. Hein. Ça aurait été pour de la thune de review, pour de la thune de live, pour des trucs, des machins comme ça et tout. Voilà, il y a deux balances. Soit les gens vont se dire « Ah ouais, super, il revient pour le final », soit, et je pense que j'aurais fait partie de cette catégorie, « Attends, c'est quoi cet hypocrite profiteur de ses morts? Il parle plus de Walking Dead, il en a plus rien à branler, il arrête pas de dire que c'est de la merde, et à un moment donné, là, il revient pour parler de l'épisode 24 comme une fleur, en mode « Oh, il lâche sa larme, ça y est, la série est finie, j'ai quand même grandi avec. Ah non !» Bah non, je suis désolé. Je respecte totalement ceux qu'on grandit avec et qu'on continue à en parler et qu'on continue à regarder. Je sais que dans le chat, il y a des tas de gens qui ont continué à regarder la série parce que, bah voilà, moi, j'ai pas pu. Mais moi, j'ai pas pu parce que je suis aussi youtubeur, c'est aussi mon métier, et je pense que j'en ai encore plus bouffé que les simples personnes qui regardent comme ça le lundi et qui arrêtent après. Moi, j'ai dû en parler, en faire des lives, des trucs, et je pense que pour moi, c'était beaucoup plus lourd comme poids à porter. Donc non, j'ai pas continué parce que je trouvais ça méga hypocrite.
Ceux qui ont regardé et qui ont continué à regarder, j'ai rien contre eux. Ceux qui ont lâché une larme à la fin parce que voilà, ils ont grandi avec et parce que c'est la fin d'une ère, je peux comprendre. Moi, c'était pas mon cas. J'ai grandi avec Walking Dead sur les premières saisons, mais c'était pas mon cas. Ça m'a beaucoup trop dégoûté pour que j'ai continué à en parler. Et j'espère vraiment qu'avec ce live, enfin, les gens se diront ah putain, bah voilà, il en parlera plus, quoi. Parce que je commence à en avoir ras le cul, que littéralement, à chaque stream, on me dise au fait, tu vas parler de Walking Dead. Au fait, tu vas faire la suite. Au fait, ceci. Au fait, cela. Ça va, les gars. Putain. Ça me fait penser à une page fan de Walking Dead qui a écrit ton annonce de stopper la série. Le mec qui s'efforce à détruire la série depuis 2 ans se barre, champagne. Ouais, mais c'est les mêmes mecs qui me suçaient la tub avant, tu vois. Mais ça, c'est Dimitri, 16 ans, tu vois. Ça, c'est les gars de The Walking Dead France, qui sont tous complètement teubés pour la plupart, ou tous très jeunes, tu vois. Mais la page Twitter The Walking Dead France, c'est que des rageux, que des haineux, et des gros fanzous sexuels hardcore de Walking Dead, quoi. À mon avis, regardaient que ça dans leur vie, et qui sont, voilà, qui ont 14 ans et demi, quoi. Donc, qu'est-ce que tu veux? Enfin, je veux dire, c'est même pas méchant de dire ça. Ils ont 14 ans et demi, les mecs. Tu peux pas leur en vouloir. J'ai 29 ans, j'ai de la bouteille. Ah, écoutez, les gars, vous me crachez dessus littéralement, vous faites genre que vous me connaissez pas, et puis sur les réseaux, sur Facebook, vous dites, ah bah ça y est, il arrête, il dit de la merde, il dit que c'est de la merde depuis 2 ans. Excusez-moi, bah déjà, 1, d'être lettré, et excusez-moi, déjà, 2, d'avoir un petit peu de goût, quoi. On a regardé cette année Stranger Things, on a regardé The Boys, Better Call Saul, on a regardé House of the Dragon. Vous voulez vraiment qu'ensuite je vous dise Walking Dead c'est extraordinaire? Attendez, voilà. Ça me paraît logique, tu vois. Donc moi, quand derrière on me trash talk parce que j'ai arrêté Walking Dead, je dis bah encore heureux, tu vois. Enfin, je veux dire, à partir du moment où tu t'as du goût, tu peux pas dire que Walking Dead c'est bien, quoi. Donc à un moment donné, tu sais quoi, je suis peut-être un peu violent, mais on a été tellement violent avec moi, les fans hardcore, les followers, les suiveurs de Walking Dead, etc., ceux qui continuent de kiffer de ouf, ils ont été tellement hardcore et violents avec moi, qu'est-ce que tu veux que je sois sympa aujourd'hui avec eux? Qu'est-ce que tu veux que je sois sympa aujourd'hui avec eux? La fanbase t'a peut-être plus dégoûté que la série elle-même. Ah bah, la grosse fanbase hardcore était, ouais, oui. Ah ouais, la commu Walking Dead, c'est une des pires, hein. La communauté Walking Dead, c'est une des plus catastrophiques, hein. C'est vraiment, hein. Mais bon, moi, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Quand je reçois des messages d'insultes et que sur 6 mots, il y en a 5, il y a des fautes, je me dis qu'à un moment donné, c'est pas forcément moi le problème, quoi. Voilà, faut être conscient de ce qu'on regarde. Moi, j'en veux pas aux gens qui continuent de regarder la série. Évidemment, j'en veux pas aux gens qui ont pleuré à la fin parce que je peux comprendre totalement. Moi, j'ai pleuré devant Jurassic World, donc j'ai rien à dire de méchant, tu vois. J'ai rien à dire parce que j'ai pleuré devant Jurassic World et Jurassic World 2 tellement j'étais ému. Donc voilà. Il y a pas de mal à pleurer sur la fin de Walking Dead dans le sens où on se dit ah bah ouais mais bon c'est la fin d'une page, tu vois. Donc super, il y a pas de souci. Par contre, que les mecs viennent trash talk à longueur de temps, ou pire, me demander sans arrêt si j'ai vu la fin, ou si je continue, ou si ceci, ou si cela, alors que ça fait des mois que j'en parle plus, ou penser que c'est simplement à cause de mes problèmes privés que j'ai arrêté la série, je vous le dis, j'aurais préféré avoir des problèmes privés depuis bien plus longtemps avant. Comme ça, au moins, j'aurais pu arrêter cette série de merde, hein. Mais bon, voilà, c'est le flop absolu. C'est le flop absolu. T'as pleuré devant Dominion tellement c'était nul. Même pas, j'ai même pas pu. J'ai même pas pu tellement c'était mauvais. Même si on annoncerait qu'il y aurait Idris Elba, Chris Pratt dans un Walking Dead, Valou reviendra pas regarder, faut arrêter définitivement. Ah oui, complètement, ouais. Complètement. Mais c'est comme ça, voilà, c'est le flop de l'année pour moi, c'est la commu Walking Dead qui est lamentable, il était temps de le dire, et c'est cette saison 11 qui est pitoyable de ce que j'ai vu. D'une première partie avec comment il s'appelait déjà, les Reapers, non, c'est pas ça? Avec le commandeur en chef, là, l'espèce de pseudo-gars de l'armée, là, je me souviens même plus son nom, tellement c'était à chier, où c'était le pop, où c'était consternant, et des personnages emblématiques comme l'IA, hein, qui étaient exceptionnels, et puis la deuxième partie, où globalement, pour 2 épisodes relativement corrects, derrière, on retombait dans des travers pitoyables, et quand ils ont détruit Negan, c'était fini pour moi. Quand ils ont détruit Negan, c'était fini pour moi, voilà. Puis j'en suis tellement soulagé en fait d'avoir arrêté ça que maintenant je parle vraiment sans filtre en mode j'en ai rien à foutre, enfin franchement alors là Walking Dead je vais vous dire attention l'IA revient après ouais je sais pas ce qu'elle devient, je sais qu'elle était revenue parce que j'avais vu des photos d'elle sur Twitter, c'est là que je me rends compte que j'ai bien fait d'arrêter. On va passer au top si vous le voulez bien parce que bon, un quart d'heure sur Walking Dead je trouve que c'est un petit peu long quand même pour ce que c'est. Vraiment. Je vous ai un petit peu spoil mon top 10. Là, on va commencer à parler un peu. Parce que on est dans le top 10
Clairement, eh bien, je pense que il y a beaucoup de séries où vous allez vous dire logique, parce qu'il y a clairement des sorties cette année qui sont sorties du lot. Par contre, comment te dire, ça va être l'ordre qui va être intéressant. L'ordre va être hyper intéressant. Parce que je pense que vos numéros 1 ne seront peut-être pas les miens. The Terminal List, numéro 10, avec Chris Pratt. Je passe une petite mention spéciale juste avant, après Historic Planet, qui n'est pas dedans parce que j'ai pas été totalement convaincu, mais qui est loin d'être une mauvaise série documentaire, Préhistoric Planet. Peut-être un peu trop scénarisé, peut-être un peu trop enfantin à mes yeux, mais qui mérite quand même d'être regardé sur Apple TV. Donc voilà, petite mention spéciale pour évidemment Préhistoric Planet. Mais voilà, moi j'ai beaucoup aimé. J'ai vraiment beaucoup aimé Terminal List. Je trouve qu'il y a un côté Punisher hyper intéressant. Je trouve que Chris Pratt fait vraiment un bon travail. Peut-être un petit peu timoré par moment, mais qui est quand même hyper intéressant et qui sort vraiment des sentiers battus. Une mise en scène assez chirurgicale, premier épisode par Antoine Fuqua, qui est quand même loin d'être le dernier. Produit, je crois aussi, par Antoine Fuqua. Apparemment, une saison 2, je crois, serait en préparation, ce qui me semble plutôt pas mal. Mais tu peux m'en dire plus sur cette série 10e. Bah voilà, en gros, ouais, c'est... alors, enfin, le problème, c'est difficile sans spoil, mais... en gros, c'est... parce que, bon, je suis obligé de spoil, mais... Chris Pratt, c'est un gars de des Navy Seals. Il y a un truc intéressant, c'est que lui est très supporter justement des Navy Seals et des Marines. C'est quelqu'un qui est très attaché au devoir patriotique. Donc faire un rôle comme ça, pour lui, c'était un rôle de composition. C'est un gars de la Navy Seals qui se fait embobiner par les siens dans une mission suicide. Je dirais pas pourquoi. Et ensuite, il rentre chez lui, un petit peu traumatisé parce que toute son unité ou presque est morte. Et il se trouve que à la fin de l'épisode, du premier épisode, sa famille se fait tuer. Et donc du coup, The Terminal List, c'est la liste terminale, en partant du plus bas de gamme jusqu'au grand Manitou, des gens qui sont responsables de la mort de son escouade et de la mort de sa famille. Et en fait, la liste terminale, c'est la liste de tous les noms qu'il doit tuer pour venger sa famille et son escouade. Donc ça fait très 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 Punisher. Ça fait très Punisher pour le coup, hein, parce qu'il y a énormément d'ambiance qui font Punisher. Par contre, c'est hyper intéressant, je trouve que c'est bien filmé. Tout n'est pas parfait, notamment vis-à-vis de Chris Pratt qui, comme je le dis, est par moments un peu timoré, mais il dégage pas mal d'émotions et c'est bien de le voir dans d'autres choses. Il y a un panel de comédiens qui est extraordinaire, vraiment. Enfin, il y a un casting là-dedans qui est un casting de série télé qui est vraiment somptueux. Quelques belles séquences de chasse à l'homme, etc., qui méritent largement la 10e place. J'ai fait une vidéo, si vous voulez la voir, elle a cartonné, elle a fait 2000 vues. Elle a toujours mieux marché que ma vidéo sur Collision, qu'on a fait 1200, mais au moins, elle existe si vous voulez en savoir plus. Numéro 9. Je sais, c'est sorti en 2021. Mais je l'ai vu en 2022. C'est le petit aparté. Un petit peu atypique, voilà. Parce que c'est inattendu et globalement, on pourrait se dire, ah, il met What If, la série animée Marvel dans son top 10, alors que pourtant c'est sorti en 2021. Oui, c'est sorti en 2021, mais oui, je l'ai vu en 2022, je l'ai regardé cet été. Ou un petit peu avant cet été, je crois. Et j'ai trouvé ça superbe. Voilà, je me suis dit que c'était... Alors, tous les épisodes se valent pas. Je vois Drop One qui dit en demi-teinte. C'est vrai que tous les épisodes se valent pas forcément. Maintenant, derrière, il y en a qui sont vraiment très, très, très impressionnants. Ça, pour le coup, c'est un enrichissement. Tu vois, Anaclusmos, par exemple, ça, c'est un enrichissement et une série qui va traiter du multivers de manière exceptionnelle. Alors oui, on peut pas faire ça en live action, je suis d'accord, mais heureusement que cette série existe, même en animé, parce que le multivers est absolument génial. Les épisodes sont très différents des uns des autres, hein, que ce soit sur l'éventualité d'avoir des zombies, sur le Star-Lord version comment il s'appelle, T'Challa, donc Black Panther, sur des épisodes avec Killmonger qui sont exceptionnels. Faut savoir que les 3/4 des acteurs du MCU
redonnent leur voix aux personnages en VO, et je crois qu'en VF, bah, quasiment tout le monde redonne sa voix aux personnages, donc c'est super. Ça donne un petit peu cette aura où tu sens que les mecs, ils ont voulu vraiment faire quelque chose d'intéressant, et je trouve que c'est super, 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 super riche. Voilà, là pour le coup, je suis d'accord avec Protoji. Les épisodes avec Doctor Strange et Ultron et comment il l'appelle? C'est pas le gardien, mais enfin entre guillemets celui qui raconte les histoires, qui est un peu le gardien du multivers, sont des épisodes fantastiques. Sont des épisodes absolument fantastiques. Enfin, je veux dire, d'un point de vue de mise en scène, de ce côté très sombre qu'ils peuvent amorcer, et puis de l'originalité du propos, moi, j'ai qu'une hâte, c'est de voir la saison 2, parce que je considère que c'est un petit bijou d'animation. Et alors, quitte à parler animation, faut aussi reconnaître que l'animation, tous les épisodes ne sont pas forcément animés de la même manière d'un point de vue graphique, et les graphismes sont très 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 beaux. Ah, Killmonger est fabuleux. Les épisodes avec Killmonger, avec la petite musique de Killmonger, est génial. Donc ça prend largement place dans mon top 9, parce que je considère que c'est une série très satisfaisante, hyper intéressante, très riche, et qui a largement pour moi le statut d'œuvre phare de la phase 4 du MCU. Donc voilà pour mon top 9. J'en ai parlé un peu plus en détail, parce que j'ai pas fait de vidéo dessus. Contrairement à toutes les autres séries dont on va parler après, où il y a eu au moins des lives ou des séries, au moins des lives ou des vidéos, pardon. Mais c'est vrai que j'ai trouvé que c'était hyper intéressant à traiter comme sujet What If. Numéro 8. Alors, il y a des gens qui vont être contents, et il y a des gens qui vont venir, tu le mets que 8ème. Je le mets que 8ème, mais d'un autre côté, les 7 séries que je vais vous mettre après, voilà, je veux dire, tu sais, c'est compliqué, quoi. C'est un petit peu comme un NBA, tu vois, les Denver Nuggets, ils sont premiers actuellement, je le redis parce que ça fait plaisir. Les Nuggets se sont premiers actuellement en NBA, il suffit qu'ils perdent 2 matchs, ils se retrouvent 8ème. Là, c'est pareil, hein, je veux dire, t'es premier de mon classement, tu peux te retomber 8ème à un épisode près, quoi. Donc, hier, j'ai dit qu'il était 7ème, mais il y a la série qui est 7ème, j'ai objectivement préféré. Donc vous allez voir la série qui est 7ème après, objectivement, enfin, pas objectivement, subjectivement. Subjectivement, j'ai eu plus j'ai eu plus j'allais pas dire de sentiments ou d'attache, parce que quand vous allez voir c'est quoi la série numéro 7, encore heureux que non, mais j'ai été plus scotché devant la numéro 7 que devant Andor. Par contre, quel bol d'air. Quel bol d'air, Andor. Quel bol d'air. Enfin, je veux dire, quand tu vois la qualité des comédiens, quand tu vois le talent de mise en scène, comment te dire, la réalisation, la photo, l'intelligence comment dire, l'intelligence d'écriture qu'il va y avoir là-dedans, le côté très politique, très froid, très anxiogène sur l'Empire, etc. Et puis une œuvre hyper sérieuse. Voilà. Je considère que Andor est une série exceptionnelle. Et justement, je la mets 8ème pour redorer son blason, parce que malheureusement, trop peu de gens l'ont vu. Voilà, les segments en prison avec Andy Serkis qui sont fantastiques. Enfin, c'est une série qui a, par certaines personnes, été, je pense, assez incomprise, alors qu'elle est elle est pour moi de haut niveau. Hein. Mais ouais, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup Andor. Je trouve que c'est une série qui est très riche et qui est réaliste. C'est ça aussi qui est intéressant. C'est qu'elle est ultra réaliste, que t'as même pas l'impression parfois d'être devant du Star Wars. Pour rappel quand même, hein, mais les premières scènes, c'est dans des réseaux de prostitution dans la galaxie. Tu dis des réseaux de prostitution dans l'univers Star Wars. Bah écoute, c'est hyper couillu, tu vois, de gérer un truc comme ça. On va dans les bas-fonds de Coruscant, dans les bas-fonds de tout un tas d'autres planètes, hyper disgracieuses. Il y a quasiment rien, en fait, qui est en rapport avec Star Wars. D'ailleurs, il y a un truc que je trouve rigolo, c'est que regardez dans l'affiche, on voit des X-Wing. Je suis même pas sûr qu'il y en ait des X-Wing dans la série. On voit des X-Wing quand il va voir Saw Gerrera, mais je suis même pas sûr que dans les séries, il y a un vol de X-Wing. Des T-Fighter, il y en a 2 ou 3, mais des X-Wing, c'est pour vous dire à quel point, en fait, on est dans une série où le Star Wars, ça devient presque un prétexte, en fait, pour écrire une série intéressante. Et bon, voilà, quand t'as du Forest Whitaker, du Stellan Skarsgård, du Diego Luna, Andy Serkis, enfin... Et puis, X-Wing épisode 6. Ah putain, il faudrait que je regarde alors, parce que dans mes souvenirs, des X-Wing posés
Dans les espèces de ruines où se cache Saw Gerrera, il y en a. Mais j'ai plus le souvenir qu'il y ait des X-Wing, qu'il y ait des confrontations avec X-Wing dans la série. Mais c'est une série qui est tellement réfléchie, tellement intelligente. Là, pareil, hein, il y a une vidéo sur Andor si jamais ça vous intéresse. Mais je la trouve d'une qualité exceptionnelle. Épisode du braquage et épisode de l'évasion de prison, des chefs-d'œuvre. Ah ouais, non, non, mais c'est énorme. C'est énorme. Les monologues aussi, comme dit Oliver Nicolas, ouais, les monologues, notamment d'Andy Serkis, tout le talent Il y a même, je trouve, un côté Game of Thrones. Hein. Il y a un gros côté Game of Thrones hein, dans Andor. Quand tu regardes un petit peu les jeux de dupes, les jeux de pouvoir, les jeux politiques, faire épouser des enfants, etc., avec d'autres pour le bien commun, je trouve qu'il y a vraiment un côté Game of Thrones vis-à-vis de Mon Mothma qui est hyper sérieux. Enfin voilà, c'est du caviar. Hein. C'est vraiment du caviar, hein, cette série. Hein. J'espère qu'on reverra Andy Serkis. Je suis pas sûr. Pour moi, c'était plus un sacrifice qu'autre chose, mais moi, mon coup de cœur de la série, c'est la nana de l'Empire. La nana de l'Empire qui est hyper carriériste, avec une tête de cinglé, là, comment qui va, c'est quoi le mot torturer la copine de Diego Luna avec des yeux très froids, un regard quasi inexpressif, etc. Elle est merveilleuse, cette actrice-là. Elle est merveilleuse. Donc oui, Andor, très 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 bonne série. Mais bon, il faut faire des choix, c'était 8ème. Je vais vous montrer le numéro 7, vous allez me dire, bon oui, c'est vrai que... On en est qu'au 7ème. Et oui, c'était aussi en 2022. Le problème, c'est que voilà, bah oui, 2022, on a eu tellement de séries. Et Dahmer, c'était monstrueux, hein. Sans mauvais jeu de mots. Dahmer, quelle performance Comment il s'appelle déjà cet acteur? C'est la fatigue. Quelle performance de... Je connais que lui en plus. Putain. Alors, redites-moi, Evan Peters, voilà, merci. C'est bon, Evan Peters. Mais la performance d'Evan Peters est sensationnelle. Moi, je trouve que c'est une série qui est, enfin, dans son glauque et dans sa simple stature de série hyper crue. Et en même temps, qui est assez suggéré dans le non-dit, puisqu'on voit pas grand-chose de violent, finalement. C'est beaucoup dans le côté suggéré, c'est beaucoup dans les jeux de regard, dans l'attitude, dans ce que les personnages comprennent au fur et à mesure, avec des épisodes qui sont hyper glauques. Tout passe par les jeux d'acteurs. Enfin, je trouve que c'est une série qui est assez hors norme. Hein. Assez hors norme. C'est le retour. Bah, c'est quand même une série à double tranchant, parce que beaucoup de gens pensent que malheureusement Jeffrey Dahmer a été poétisé, ce qui a le don de faire chier beaucoup de familles de victimes, parce que bah oui forcément quand tu vois que les tocards et les abrutis lambda considèrent que c'est rigolo de faire des soirées à thème pour Halloween Jeffrey Dahmer, et qu'il y a beaucoup qui trouvent que Jeffrey Dahmer maintenant est trop cool et trop sexy, effectivement ça c'est dommage. Je suis pas sûr que ça devienne de la série, très honnêtement, je pense que ça devient des gens qui sont complètement cinglés. Mais tu leur aurais montré n'importe quoi d'autre, ça c'est typiquement le genre de mec, tu leur montres Human Centipede, ils vont te dire « Ah mais putain c'est poétique à mourir ». Pour tous ceux qui connaissent Human Centipede, vous voyez à quel point c'est de la poésie ambulante. Hein. Mais voilà, il y a un sens de la photographie, de la mise en scène, du glauque par la pellicule et par la musique et par la réalisation qui est assez énorme là-dessus. Moi, je trouve que, même si c'est une série qui est glauquissime, qui est dure à regarder, qui te fait réfléchir, et qui est assez violente, forcément, même psychologiquement, c'est tellement bien fait. C'est géré à la perfection. C'est géré à la perfection, donc forcément, Dahmer mérite d'être dans le top 10. Maintenant, ouais, c'est 7ème parce qu'il y a d'autres séries derrière qui sont de haut niveau. Mais là, allez, hormis What If qui était la petite surprise et The Terminal List qui fait numéro 10, là, les 8 séries que je vous montre là, c'est 8 séries qui pourraient quasiment être qualifiées de chef-d'œuvre. On va en parler justement avec le numéro 6. Les gars, The Boys est 6ème.
Bah ouais, hein. Bah ouais, parce il y a 5 autres séries qui sont devant. Mais quand je vais vous montrer les 5 autres séries qui sont devant, vous allez vous dire, ah bah en vrai, du coup, oui. Mais c'est, voilà, c'est... The Boys est seulement sixième, mais quand vous allez voir toutes les autres séries, vous allez vous dire, ah bah ouais, ça se joue sur des détails. Ça se joue sur des détails, parce que bon, bah... on a eu une année tellement exceptionnelle. Et pourtant, la saison de The Boys, la saison 3, pour moi, elle est un tout petit peu en dessous de la deuxième, mais largement au-dessus de la première. Elle est très forte. L'arrivée du petit soldat qui est phénoménal avec l'acteur qui jouait dans, je crois, hein, Supernatural. Oui, il me semble que c'était l'acteur de Supernatural. Un Karl Urban qui est bourré de névrose et beaucoup plus torturé qu'au préalable, et ça, c'est super. Un Anthony Starr qui est au sommet de son art, mais lui, enfin, plus le temps passe, plus il est magnifique. Et puis des thématiques sur beaucoup de choses. Jensen Ackles, voilà, merci, ouais. Qui était bien, il me semble, dans Supernatural, là. J'ai pas regardé Supernatural, mais il me semble qu'il vient de Supernatural à la base, donc il est merveilleux hein, là, dans son rôle de petit soldat encore perdu dans les années 40-50, alors que normalement on est bien des décennies après, et puis qui va garder ce côté anti-homo, anti-féministe, anti-tout. Enfin, tu vois, vraiment l'exemple même du beauf patriotique des années 40-50, American Dream, etc., tu vois, qui était hyper sectaire, adepte de MILF, et encore MILF bien tapé. Je pense que là, on est dans de la mature. Hein. Ouais, moi, j'aime bien ça, moi. J'aime bien ça. Je trouve que c'est hyper riche, quoi. Mais moi, je dois partir travailler, alors je vous laisse. Une bonne continuation de live et bonne soirée à tous. Merci Valou. Ça marche, mon Gideon. Merci d'être passé. Bon courage pour le boulot. Et on embrasse évidemment le Canada et on espère que ça ira bien pour toi en espérant qu'il fasse pas trop froid. Parce que là, je vois mes potes qui envoient du ressenti moins 45 degrés. Ça doit être dur. Ça doit être dur. J'imagine même pas, mais ça doit être dur. Déjà que nous, en France, à -2, on a tendance à se dire niquez-vous. Alors vous, à -45, c'est pas évident. Mais oui, The Boys numéro 6, parce que j'ai des séries qui m'ont beaucoup plus touché. Quand vous allez voir la suite, encore une fois, hein, mais quelle œuvre encore, quelle saison 3 qui promet une quatrième énorme, et des personnages qui se révèlent encore plus, comme Kimiko et Frenchie. Le rôle de Laz Alonso aussi, la crème, qui est vraiment plus convaincant et plus détaillé que dans les saisons précédentes, et beaucoup plus empathique, avec un peu plus de douceur et d'humanité. C'est assez sympa à regarder. Enfin voilà, c'est une série qui est superbe. C'est une série qui est superbe, hein, The Boys. Et puis borderline à mourir avec le Herogasm, etc. Enfin, des épisodes où tu te dis, putain, mais c'est pas possible. The Boys, c'est un ovni, hein. The Boys, c'est un ovni, et heureusement qu'Amazon laisse l'opportunité de faire des produits comme ça. C'est pas Netflix qui oserait produire des trucs comme ça, tu vois. Mais heureusement qu'Amazon est là pour donner l'opportunité, tu vois, à des auteurs de redonner ce travail, parce que c'est un comics, The Boys, qui est de toute façon phénoménal. On va passer au numéro 5. Quoi? Seulement cinquième? Mais c'est pas possible! Bah oui, mais putain, les gars, aussi... Voilà, vous allez voir les 4, je vais le dire à chaque fois, vous allez voir que les 4 qu'il y a devant, vous allez vous dire, ah bah ouais, bah oui. Bah oui, oui, c'est cinquième, parce que j'ai eu un peu plus d'émotion pour le quatrième, pour le coup, mais c'est génial! C'est génial, House of the Dragon, mais je peux pas, il est si bas, c'est la 5e série de l'année à mes yeux, pour moi elle prend 9,5 sur 10, et les gens vont se dire, ah non, c'est pas possible, elle est si basse. Mais c'est super, House of the Dragon. C'est le retour du grand Game of Thrones, avec de l'intelligence, avec de l'écriture, du politique, beaucoup d'enjeux familiaux, des personnages iconiques, hyper attachants, hyper humains, des effets spéciaux somptueux, un cliffhanger exceptionnel. Ouais, il y a... Bah, House of the Dragon, c'est très 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 bon. Assez lent par moment, mais c'est très bon, c'est très introspectif. Maintenant, c'est cinquième. C'est cinquième, parce que voilà, il y a pour moi 4 séries qui sont trop cool devant. Je pense que la série qui arrive juste après, la numéro 4, ouais, comment te dire, elle est à peu près... je saurais pas vous dire si qualitativement elle est au-dessus d'House of the Dragon. Pour vous donner un indice, la saison 4, pour moi, elle est... pas la saison 4, je pensais à House of the Dragon saison 1, et puis top numéro 4. Mon top numéro 4 m'a provoqué beaucoup plus d'émotions.
m'a mis dans mes derniers retranchements sur beaucoup de segments où j'ai limite eu parfois les larmes aux yeux. C'est ça qui a tranché dans la balance. House of the Dragon, ça a été de la qualité à l'état pur. Et voilà, la série partie de la comparaison avec GOT, mais en comparant seulement les saisons. Oh ouais, moi je la, comment dire, je compare pas spécialement House of the Dragon avec GOT. Je pense que les deux se suffisent à elles-mêmes. Maintenant, c'est vrai que globalement, House of the Dragon reprend beaucoup plus comment dire, reprend beaucoup plus les premières saisons de Game of Thrones dans le côté très lent, avec des phases de discussion, beaucoup de phases de dialogue, très peu d'action, c'est voilà, je trouve que c'est hyper riche. Donc ouais, moi House of the Dragon, je trouve que c'est de haut niveau, vraiment de haut niveau. J'ai fait une vidéo dessus aussi, évidemment, hein, parce que là, le but n'est pas de faire une analyse approfondie, c'est encore une fois une rétrospective, puis il y a la fatigue aussi qui joue, donc je vais pas m'étaler 20 heures là-dessus. Mais même s'il n'y a pas de Jaime, qui est mort comme un couillon, hein, faut le dire, et dont Daenerys n'était pas responsable, faut le rappeler. Le House of the Dragon, c'est costaud. Puis, enfin, quand on a une, comment dire, quand on a la qualité de Paddy Considine, par exemple, qui fait un Viserys tellement humain, tellement attachant, c'est là aussi que House of the Dragon réussit à avoir, comment dire, comment dire, une identité qui n'est pas uniquement due à Goth, quoi. Goth, c'était beaucoup de faux semblants, beaucoup de trahisons, très peu de personnages humains. Là, pour le coup, Viserys, voilà, c'est une masterclass, il est hyper humain, et il nous offre une autre identité, une autre idéologie de ce que c'est que d'être sur le trône. Il a des phases qui sont exceptionnelles. Puis même Daemon, je veux dire, la science de Matt Smith pour faire de la... Comment ça s'appelle ? De l'impro, quand il remet la couronne sur la tête de Viserys, au moment où Viserys rejoint son trône pour la dernière fois. Enfin, il y a énormément de choses qui sont hyper intéressantes. Ça reste très glauque aussi, hein. On voit que visiblement, du côté des Targaryens, bah, si tu baisses pas quelqu'un de ta famille, t'es pas vraiment un Targaryen. Genre, c'est vraiment... J'ai l'impression que c'est comme dans koh c'est un peu une épreuve d'immunité, hein. C'est l'épreuve de confort. C'est fais-toi ta cousine ou ta sœur, sinon, à mon avis, tu risques de te prendre beaucoup de votes. Mais bon, après, voilà, c'est comme ça, hein. Je veux dire, j'ai envie de vous dire, ainsi va la vie. Mais... Enfin, ainsi va la vie Targaryen, en tout cas, hein. Chose que Daenerys nous a relativement bien montré derrière avec Jon Snow. Au moins, elle était pas au courant. C'est un gage qualité chez eux. Oui, je pense aussi, ouais. C'était pas vraiment... tu sais, c'est qui ne saute pas n'est pas Targaryen. Là, pour le coup, faut le prendre au sens propre. C'est pas qui ne saute pas, c'est qui ne saute pas sa sœur n'est pas Targaryen. C'est la même chose. C'est dans les stades, en général, c'est tous ceux qui chantent, hein. Bon, pourquoi pas. Puis c'est une multitude de dragons. Je veux dire, il y a aussi énormément de richesses dans le visuel, une multitude de dragons différents. Il y a un vrai enrichissement culturel. Donc je trouve que ça mérite largement sa place de numéro 5, House of the Dragon. C'est vrai que on manque un peu de Jaime Lannister, on manque un peu de Daenerys Targaryen, de Tywin. Mais bon, on vit dans un monde où Jaime Lannister n'existe plus. Donc on vit déjà plus ou moins dans un monde qui ne mérite même plus d'exister, il faut le dire. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, je suis team Targaryen à mort, hein. Moi, je suis de la famille Targaryen à fond, sauf pour Jaime. Genre, Jaime, c'est vraiment comment dire? C'est le deck plus ultra, vous le savez, hein. Chinas de ses morts, on s'en rappelle tous. Numéro 4. Voilà pourquoi j'ai eu beaucoup d'émotions. Voilà pourquoi j'ai eu beaucoup d'émotions. Quand tu me ressors Running Up That Hill, etc., bon, bah... Voilà, oui. Et c'est que... Alors, oh là là, c'est que quatrième, putain. Bah ouais, oui, mais... Alors, il est près du top 3, effectivement, mais il mérite pas d'être dans le top 3. Alors après, le top 3... En vrai, le top 3, on peut commencer à faire des petits challenges, hein. Le top 3, sachez que... Stranger Things est passé. The Boys est passé. House of the Dragon est passé. Andor est passé. Faites vos jeux sur les 3 premiers. Il y aura des surprises. Parce que techniquement, on peut se dire... Ah ouais, mais alors attends. À part une série qui, globalement, devrait y être, parce que littéralement, tout le monde la met sur le podium, c'est-à-dire qu'il y a 2 séries qui sont assez inattendues. On va voir. On va voir.
Mais il y a deux séries qui seront des séries un petit peu voilà, inattendues sur un podium quand tu mets Stranger Things 4 et puis quand tu mets House of the Dragon 5 et The Boys 6 qui auraient pu être aussi sur le podium. Stranger Things, rien que pour Eddie Manson, rien que pour la ferveur musicale qui en découle, tous les segments hyper profonds, hyper attachants, hyper tendres qu'on donne aux protagonistes. Et puis, c'est une série qui prend une ampleur exceptionnelle. Enfin, je veux dire, visuellement, qualitativement, dans les effets spéciaux, dans dans ce que ça propose, dans la manière dont ils sont allés beaucoup plus loin que les saisons précédentes. Stranger Things 4. Stranger Things est une des rares séries qui, pour moi, ne fait que monter crescendo. Qui fait que monter crescendo. Et il y a, enfin voilà, il y a des acteurs qui se révèlent tellement plus qu'auparavant, des personnages hauts en couleur. À chaque fois, on arrive dans des choses plus sanglantes, plus gore, plus profondes, plus psychologiques, plus pertinentes. Puis le monde à l'envers, il a jamais été aussi violent et aussi effrayant qu'aujourd'hui. Vecna, le twist autour de Vecna, il y a de multiples twists dans cette série. Alors, il y en avait un ou deux que j'avais vu, mais notamment le fait que le 1 soit Vecna, ça je m'y attendais pas. Et il y avait beaucoup de choses... il y avait beaucoup de choses qui étaient hyper fortes là-dedans. Moi, je trouve que c'est une série qui a une... Comment te dire? Qui a une intelligence d'écriture et puis surtout une mise en scène, une photographie, une profondeur. Tout ça encore en le mettant dans l'optique des années 80, etc. Ah, c'est costaud, hein. C'est très, 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 très costaud, hein. Je suis pas d'accord, les saisons 2 et 3 sont pas ouf. Bah, moi, j'ai trouvé que ça montait tout le temps crescendo. J'ai fait 1, 2, 3, 4. Après, je suis pas objectif parce que moi, la saison 3 avec Billy, c'était un de mes personnages préférés. Moi, Billy, je le trouve exceptionnel. Donc, forcément, dans la saison 3, tu m'as mis beaucoup de Billy. J'étais en mode, ah bah vas-y, let's go. Et là, t'as Eddie Munson. Il y a ma vidéo sur Eddie Munson si vous voulez la voir, hein, mais je sais pas vous, mais est-ce que vous avez ressenti autant d'émotions récemment devant un film que devant la scène de Max ou Viserys qui remonte sur le trône? Les séries en 2022 ont tout cassé. De l'émotion, non. L'endroit où j'ai ressenti le plus d'émotion, ça a été dans Stranger Things, dans House of the Dragon, pour les mêmes scènes que toi, dans deux séries qui vont arriver après, sur les 3 du podium, où j'ai eu des grosses émotions aussi. Les films, ah, Avatar quand même. Le final d'Avatar, il prend pas mal aux tripes. Mais sinon, je regarde mon podium, The Batman, Top Gun, Avatar, tous ces films-là... je trouve que tu prends des giga claques, en fait. C'est au-delà de l'émotion, tu prends une claque cinématographique extraordinaire. C'est pas de l'émotion brute, comme va l'être là, par exemple, Stranger Things. Tu penses quoi des gens qui disent que c'est surcoté? Pas grand-chose, parce que je pense à rien de ce que pensent les gens. Je pense que si l'humanité prenait moins d'intérêt à ce que pensent les gens et prenait plus d'intérêt à établir une opinion personnelle, le monde irait vachement mieux. Donc, je m'en fous. Alors, moi, je pars d'un principe simple, c'est j'aime bien ou j'aime pas un truc, il y a littéralement personne qui pourra me faire penser le contraire. J'adore Thor Love and Thunder, personne pourra me dégoûter de ce film. Voilà, j'ai chialé devant le premier Jurassic World quand la musique retentit et que on arrive enfin dans le parc après 15 ans d'attente de voir un nouveau film Jurassic. Bah je ne renierai jamais ça et je n'écouterai jamais les gens qui me disent bah t'es un tocard, t'as pleuré devant Jurassic. Je pense que les gens devraient beaucoup plus établir une propre philosophie de vie et les gens devraient beaucoup plus s'écouter eux-mêmes et essayer d'avoir de l'empathie pour certaines choses et avoir de la réflexion pour certaines choses avant de s'occuper de l'avis d'autres gens. Tout simplement. Donc moi, l'avis de ce que pensent les autres, à part ce qu'on peut penser de moi, parce que bon, bah, ça forcément, tu vois, c'est des trucs où, en tant qu'être humain, ça peut te toucher. Encore que j'ai pris pas mal de lest hein, là-dessus. Maintenant, c'est vrai que j'ai tendance à m'en battre un peu les noix aussi. Mais sinon, voilà, autant à un moment donné, ça pouvait m'agacer, tu vois, genre... les gens qui critiquent déjà Avatar 2 pour des raisons abscons et débiles, etc. Ou bah, les gens qui ont critiqué Jurassic World Fallen Kingdom pendant des années et des années et des années, alors que, tu sais, dans ma tête, je suis convaincu de ce que je dis, de mon fait, etc. Et que je trouve que c'est un film incompris. Pendant longtemps, en fait, j'étais en mode, il fallait que je sois le défenseur de tout, tu vois.
Et au final, tu feras pas changer d'avis les gens. Tu peux avoir du débat avec les gens. Avoir le débat, confronter des avis, c'est bien. Mais quand tes avis sont préformatés en mode quelqu'un, par exemple, qui va te dire que Stranger Things c'est surcoté, je pense que tu pourras pas le faire changer d'avis. C'est le genre de truc où tu te dis, bah le mot surcoté fait déjà que de base il a un avis hyper radical. Donc c'est pas forcément moi un débat que je vais avoir sur est-ce que c'est surcoté ou non. Par contre, est-ce qu'il y a des défauts? Est-ce que ça aurait pu être mieux? Est-ce que ça aurait pu être plus enrichi? Ça, ouais. Mais moi, voilà. Si tu vois, par exemple, Lufoxy, bah, si pour toi Stranger Things c'est surcoté, il n'y a pas de souci. Enfin, je respecte ton opinion. C'est pas la mienne, mais je respecte ton opinion. Par contre, je vais pas aller critiquer l'avis des gens et je vais surtout pas donner un intérêt à l'avis d'autres gens sous prétexte que moi j'en ai un différent. Je garde mon avis et je vais pas embrasser l'avis que j'ai sur Stranger Things vis-à-vis de l'avis des autres. Ce qui est, en théorie, normalement, logique. Mais de plus en plus, on a l'impression quand même que... Enfin, je sais pas si vous trouvez dans le chat hein, que c'est le cas, hein, mais j'ai l'impression que de plus en plus aujourd'hui, ça écoute un peu l'opinion commune, tu vois. C'est le fameux avis du peuple, c'est-à-dire le vent il va par là, donc du coup la moitié des gens vont aller par là, tu vois. Et sans réflexion profonde et personnelle. C'est juste, on va par là, bon bah très bien, on va par là. Ce qui est dommage. Ce qui est dommage. Le monde est de plus en plus orchestré plus autour de suiveurs que de gens qui ont une propre réflexion d'eux-mêmes. Et c'est pour ça que j'aime bien discuter avec vous ici, et notamment sur Twitch aussi, avec mes amis du Twitch, notamment Roawin, le Johan que je vois là, ou d'autres, hein, Yaya, etc., Soul, enfin tous les habitués, Gork, les habitués de Twitch. C'est parce que au moins, je sais que c'est des espaces où on a des espaces de réflexion, où on se respecte, et ça c'est vachement bien. J'en parlais tout à l'heure de la communauté Walking Dead, s'il y a bien une communauté irrespectueuse qui respecte que dalle, et qui a aucune espèce d'envie d'écouter les avis des autres, c'est la commu Walking Dead qui est littéralement teubée, hein. Voilà, faut le dire. Hein. Donc, enfin, pour les trois quarts, pas tous, mais pour les trois quarts. Donc, je parle des gros fanzouz, je parle pas des gens qui ont arrêté. Donc, bon, voilà, je considère qu'aujourd'hui, on est dans une société de consommation, et comme il faut consommer, il faut écouter, et il faut ingurgiter plus que se faire une piste de réflexion. Parce que pour moi, en fait, je trouve qu'il n'y a rien de plus beau que réfléchir dans l'art, quoi. Putain. T'en veux, non? Vraiment pas, non? Parce que, moi, j'en reprends un peu, hein. Putain. Franchement, là, les deux lives qu'on a fait entre celui d'hier et aujourd'hui, il y a des phrases masterclass. Comme dirait Han Solo, il m'arrive encore de m'épater moi-même. C'est assez rare. Mais, waouh, des fois, cette espèce de profondeur, comme ça, quelque chose qui se dégage de moi d'assez divine. Le mec, qu'on rajoute pas du tout, c'est quelque chose d'assez divin finalement, qui se rapproche vraiment de Dieu, tout simplement, mais avec une modestie que je considère toujours être la mienne, quoi, parce que, vous savez, je suis quelqu'un d'humble avant tout. Comme tous les fans extrémistes d'un truc ou d'une personne, en fait, c'est pas propre aux fans de Walking Dead. Ah oui, bah totalement. Bah toi, Johan, qui connaît le catch ou le foot, pareil, hein, je veux dire, putain, en foot, en catch, il suffit de voir le nombre depuis combien d'années on a le débat Messi versus Ronaldo, alors que finalement, les plus intelligents se disent, on a vécu Messi et Ronaldo. Tiens, c'est bien de les comparer, mais on a vécu les deux. C'est ça qui est trop cool. C'est pas de les opposer, c'est de se dire, on a vécu les deux. Et alors, dans le foot, c'est pareil. Alors, la communauté Star Wars, la communauté Game of Thrones, pour certains, des petites niches aussi de la société Game of Thrones, Star Wars, etc., Seigneur des Anneaux, c'est très, très, très dur aussi, hein. C'est très très dur aussi, hein, parce que c'en est qui n'ont pas de place pour le débat et encore moins pour l'écoute. Donc c'est pas propre à Walking Dead, ouais, c'est propre à la société extrémiste de consommation qui est malheureusement hyper dure, quoi. On va monter sur le podium de ces bilans de fin d'année, le dernier podium. Alors il y aura peut-être, si on a le Beats Go, les top et flop JV, jeux vidéo, évidemment. Mais là, en tout cas, on termine pour le podium des séries télé. Quelles sont les 3 séries qui ont réussi pour moi à être au-dessus de Stranger Things, de The Boys ou de House of the Dragon? On commence avec la numéro 3. Je l'aime, cette série. Je l'aime d'amour, cette série. Vous voyez pourquoi c'est dur? C'est de se dire, les gars, je mets Euphoria 3ème, mais d'un autre côté, bah ouais, on se plaignait d'avoir des séries en place 4, 5, 6, 7, 8. Mais derrière, quand tu mets Euphoria 3ème, tout est relatif. Tu vois, là, on relativise beaucoup plus.
on relativise beaucoup plus la 5e place de House of the Dragon que Euphoria. Euphoria, en 3 mots, c'est dur, c'est émouvant, et en 3 mots, dur, très dur, c'est très très dur. C'est dur, c'est émouvant, et c'est vrai. C'est vrai. C'est malheureusement que trop vrai. Dans certaines sociétés, dans certains faits de vie étudiants, dans certaines, malheureusement, tristesses, dépressions terribles que les gens peuvent voir, dans la manière extrêmement réaliste dont ça va être réalisé, dont on est très proche des corps. Je pense toujours à la scène où on a Zendaya qui est en larmes totales, elle bave, etc. Alors je sais plus ce qu'elle essaie de faire. Vous allez sûrement voir la scène, mais elle est sur une table et elle essaie de récupérer quelque chose, je crois, de récupérer un téléphone ou de manger quelque chose, ou je sais plus exactement. C'est juste avant d'appeler son pote. Il y a une scène qui est phénoménale d'ailleurs avec Coleman Domingo, où justement elle se remet dans la drogue, etc. Elle fait n'importe quoi. C'est où elle essaie d'ouvrir un paquet de bonbons, et puis juste après, finalement, elle va essayer d'appeler Coleman Domingo en lui disant viens m'aider, alors elle l'avait envoyé chier 2 épisodes avant en lui disant mais tu vas faire quoi? Tu vas faire comme avec ta fille? Tu vas me frapper si jamais je te respecte pas? Putain, les jeux de regard. Nate, j'en ai fait une vidéo sur Euphoria saison 2, c'est le purgatoire de l'humanité. C'est filmé comme le purgatoire. C'est le purgatoire des pires âmes dont certaines méritent d'être sauvées, dont certaines ne le méritent peut-être plus. C'est ultra prenant, c'est un statut émotionnel extraordinaire. Je voyais Léa qui disait Nate, mais Nate Jacobs et son père, Cal, c'est d'une profondeur presque tragédie, voilà, où il faut tuer le père, etc. Enfin, t'as vraiment tellement d'épreuves où tu respires pas. Le dernier épisode en format théâtral, qui est d'un montage et d'une réalisation extraordinaire. Enfin, la musique est fabuleuse. Tu te dis, Euphoria, c'est au-dessus c'est au-dessus de quasiment tout ce qui a été fait, quoi. Si tu aimes le procédé, et c'est là que je me dis encore plus, mais Zendaya, fous-moi le camp de Spider-Man. Fous-moi le camp des Marvel et des trucs, et fais ça. Continue de faire ça, et Malcolm and Mary avec John David Washington, qui a été là aussi hyper incompris, mais super. Et c'est là, tu vois, Belka, que t'as tort, c'est pas du tout une série pour ados. C'est pas... mon pote, t'es pas sur Netflix. Hein. T'es pas en train de regarder Sex Education ou tous tes trucs à la con comme ça. Là, non, pas du tout. Hein. Là, t'es sur une série pour adultes. T'es sur une série pour adultes avec des enjeux profonds, avec énormément de thématiques sur des adultes dans la série aussi. C'est pas parce que les gamins sont jeunes qu'à un moment donné les acteurs sont pas bons et qu'il y a pas, voilà, on n'est pas dans High School Musical. Au contraire, c'est un High School Musical sous cocaïne sévère et c'est super intelligent. Vraiment Belka, si t'as l'occasion, vas-y. Hein. C'est très très riche, très intelligent. La musique est phénoménale. Produit par Drake en plus, ça c'est mon petit plaisir personnel pour la saison 1, mais c'est trop cool. Et puis voilà, tout simplement, c'est Euphoria, c'est HBO. Voilà, non mais je veux dire, j'aurais dû juste commencer par là. C'est HBO. HBO, ça veut dire que c'est du sérieux, ça veut dire qu'il y a de la profondeur, ça veut dire qu'ils font confiance. C'est... Non, franchement, t'as des séquences de jeux d'acteurs absolument monumentales. Même des mecs qui vont être totalement retravaillés. Un mec comme Eric Dane. Eric Dane, qui était le docteur Glamour, je crois, de Grey's Anatomy, qui jouait Jason Dean dans Charm, le beau gosse, vraiment le beau gosse, propre sur lui, aucun défaut, machin, enfin vraiment charismatique, un peu connard sur les bords, mais avec une vraie profondeur, vraiment le bon gars, tu vois, hein, dans Charm et puis dans Grey's Anatomy. Dis-toi que là, c'est un père de famille, homosexuel refoulé, qui se tape que des transsexuels en les filmant et en étant assez masochiste avec, et qui prend, je crois, des photos, des vidéos pour sa collection personnelle. En étant père de famille, et d'une famille complètement déstructurée, avec un Nate qui lutte, je trouve, pour pas finir comme lui. Il y a un rapport amour-haine avec son père qui est énorme, et l'une des premières scènes, c'est une des nanas, une des ados, qui rencontre ce mec-là, et puis bah voilà, qui couche avec lui d'une manière violente, et enfin, je veux dire, la seule phrase, je crois, qu'il lui dit, c'est « t'as le cul propre, c'est rare de voir des culs comme ça », tu vois. Alors, je te dis pas que c'est la scène qui va te donner envie de regarder, c'est pour te montrer qu'on n'est pas sur High School Musical, on est sur un truc violent, où tu vois des nanas, limite, en train de pleurer sur des plans cul dès le départ, avec des personnages complètement borderline, et puis un talent d'écriture, de mise en scène absolument monstrueux, le montage, la photo.
La photo. Euphoria, aujourd'hui, en termes de photographie et d'esthétique, est une des séries... Bah non, même. Je vais même dire là. J'ai pas envie de dire une des, j'ai envie de dire là. Et là, je suis peut-être pas objectif, mais je pense que même objectivement, ça se discute. C'est la série la plus belle à regarder. L'un des 165 mecs de Phoebe dans Charmed. Ah bah, faut dire que Phoebe... Après, Johan, je sais pas si t'es d'accord, mais si t'aurais pu faire le 166 et moi le 167, on aurait dit oui. Hein. C'est Phoebe Halliwell, hein, les gars. Donc, globalement, on va pas lui... Voilà. Pierre qui roule n'amasse pas mousse. Oh, putain, j'ai 1000 ans, mais putain... J'en ai marre d'être un vieux, sans déconner, mais Pierre qui roule n'amasse pas mousse, quoi. Je te jure, mais vraiment, des fois, j'ai envie de m'en tarter la gueule, quoi. C'est quoi ces réflexions, là? Le mec, il a 29 ans, il te sort Pierre qui roule n'a pas... Putain, j'ai même pas envie de dire la fin. Enfin, bref. Ah ouais, non mais je te jure, je vais terminer en EHPAD. À la fin de l'année prochaine, je suis en EHPAD. EHPAD américaine, hein. Je vais en EHPAD aux États-Unis, mais vous imaginez quand je vais avoir 30 ans? Quand je vais avoir 30 ans, je vais vouloir paraître jeune et tout. Je vais lancer mon live des 30 heures. Salut les petits loups, ça boum. Tiens, vraiment, la pire phrase, quoi. C'est salut les loulous, ça boum. On est là pour faire la fiesta, hein. Let's go, allons-y, hein. Allons-y, hein. Ah, je te jure. Quel enfer, quel enfer. J'ai vieilli à vue d'œil. Oh putain, faut que je vous donne une anecdote qui est exceptionnelle. J'ai un pote à la salle. Je vous jure, premier degré, hein. J'ai un pote à la salle, il me voit hier. On discute. Il me regarde, il me fait... Par contre, faut que je te dise un truc. En 2 mois, frère, t'as tellement vieilli. Je le regarde, je lui dis, je pense que c'est une blague au début, tu vois. Il me dit, non, mais vraiment, hein. Je lui dis, ah ouais, mais ça, c'est parce que maintenant, je suis tout blanc, tu vois. Genre, regarde, je regarde tout le monde, là, on a tous des têtes de con, on est tout blanc, l'été, il est passé trop vite, le temps est passé vite, le bronzage est perdu dans la foulée et tout. Et le boug, il insiste. Non, c'est pas ça, c'est... Ah, les rides, les cernes, là, c'est... Je le sentais concerné. Tu sentais qu'en plus, je l'aime bien, ce petit-là, tu vois, c'est un gamin, il a 19 ou 20 ans, je crois, mais je l'aime bien, quoi. Et on discute et tout, il me dit, non, c'est les rides, les cernes, là, c'est... Oh, on dirait t'as pris 4-5 ans, là. Enfin, vraiment, je te reconnais pas, hein. J'étais là, j'ai fait... Bon bah, écoute, ça à la bonne heure. Alors moi, j'avais beau lui dire, non mais je suis sur des phases là où actuellement, j'ai la crève, je m'endors, il est 3-4 heures du matin, je passe mon temps à travailler, c'est horrible, c'est horrible, tu vois. Et lui, il était là, non, c'est pas la fatigue, c'est tes cernes là, tes vieilles rides, non, on dirait que t'as vieilli, que t'as pris 12 ans là, hein. Je me dis, waouh, attends, la vache, t'inquiète, les rides, c'est charismatique. Ouais, bah je vais appeler Stéphane Malassagne pour avoir des cours de charisme. Parce que je te jure, lui, il me sort ça dans un calme. Ah ouais, d'accord. Bah écoute, du coup, je suis parti faire mes abdos tous azimuts. À tire-larigot, voilà. Je lui ai donné des phrases de petit jeune. Je lui ai dit, écoute, que nenni, je m'en vais faire mes abdos sans tambour ni trompette. Voilà, je te le dis. Non mais voilà, écoute. Tu veux que je te fasse une phrase de jeune? Tu veux que je te fasse une phrase qui est in, qui est dans le vent, mon frérot? Bah voilà, je vais faire mes abdos sans tambour ni trompette, tous azimuts. Alors, qu'est-ce que tu dis, là? Ouais, là, je suis pas jeune, là. Attends, oh. Voilà, hein, ok. Je suis pas dans le vent. Hein, je suis pas in. Ok. Oh là, regardez même le geste. Même ce geste. Même moi, j'ai vu ma main. J'ai envie de la tarter, ma main, là. J'ai vu ma main, j'ai envie de lui mettre des claques à ma main, là, quand j'ai fait ça, là. Putain, c'est Brice de Nice, ça, c'est le saut 2002. Arrête un peu tes conneries, vas-y, on passe au numéro 2, j'en ai marre, Euphoria, c'est super. J'ai envie de taper ma main, là, à faire ces trucs à la con, là, dans cette de 400 ans, là. Comment c'est possible que j'ai pris 14 ans en l'espace de 3 mois? Ah, c'est pas vrai, putain, bah maintenant, j'ai une réputation, hein. Franchement, je vais vous sortir que des phrases de vieux, hein. Je vais vous sortir que des phrases à tire-larigot, comme ça, et vous allez voir, hein, ça va être extraordinaire. Que des phrases de vieux cons, littéralement que des phrases de vieux cons. Je te jure, il faut que je regarde des vidéos de Matt Gomez. Ça va me requinquer. On passe au numéro 2. Alors, du coup, il reste 2 séries. Donc, la 3e, c'était Euphoria. Quelles pourraient être les 2 séries qui vont arriver après? En numéro 2, nous avons... Monsieur John Berntal. Nous avons Monsieur John Berntal. Nous avons We Own This City, que je mets numéro 2. Vraiment, je la mets numéro 2 de mon classement. Plus haut que Euphoria, ça se joue à des points de détail. Mais je la mets numéro 2 pour donner aux gens aussi envie de regarder.
parce que c'est une série qui est exceptionnelle. C'est par les créateurs de The Wire, donc déjà, voilà, si vous avez vu The Wire, vous ne pourrez qu'aimer. C'est un portrait ultra saisissant de ce qui s'est passé à Baltimore, sur les violences policières, sur les violences dans les rues, etc. C'est probablement, je pense, l'une des meilleures prestations de Jon Bernthal de toute sa carrière. Vraiment. Et je l'ai bouffé, mais tellement vite, We Own This City. Je l'ai rattrapé comme un gamin. J'ai trouvé ça exceptionnel. Je trouve que le talent des comédiens, pareil, c'est hyper profond, c'est super sombre. Et c'est très politique, c'est très sur les bas-fonds, sur le côté un peu dégradant des États-Unis, etc. Baltimore, tu ressens vraiment toute la tristesse, toute l'ampleur de ça. C'est basé d'histoires vraies en plus, puisqu'il incarne je sais plus s'il est capitaine, mais en tout cas le flic Jenkins, notre ami Jon Bernthal. Et enfin voilà, il est vraiment pris dans le truc. Tu sens le côté, je suis un policier qui essaie de bien faire, puis qui va totalement, comment dire, basculer dans le chaos et basculer dans les trafics et dans le fait que finalement la police de Baltimore fait des choses encore pires en termes de trafic d'armes, de coke, d'argent aussi beaucoup. Et puis derrière, bah quand même, ça te donne une réflexion sur ce mec-là, il était censé faire partie des unités d'élite pour ramasser les armes à Baltimore. Alors pour le coup, bah c'est vrai qu'il les ramassait toutes, mais il dépouillait en fait tout le monde à son propre compte. Donc il faisait son taf techniquement et il le faisait bien. Le problème, c'est qu'il faisait des tas de choses catastrophiques derrière. La corruption policière n'a jamais été aussi bien montrée, je trouve, que dans We Own This City. C'est exactement dans la même continuité que des œuvres comme comment dire, The Wire, par exemple, ou d'autres, comment dire, comment elle s'appelle déjà cette série-là, Your Honor, avec Bryan Cranston, qui aura droit à sa saison 2 l'année prochaine. Voilà, on est dans le retour des séries très intimistes, avec un casting qui se met plus au service de l'histoire, où t'as plusieurs tranches de vie différentes qui vont rentrer en collision les unes avec les autres. Ouais, The Wire, effectivement, dresse déjà ce portrait-là. Mais comme The Wire, c'est les créateurs de The Wire qui sont revenus faire We Own This City, c'est vraiment, tu sens qu'on est dans le même truc. Tu sens qu'on est dans le même truc, tu sens qu'il y a un aspect effectivement documentarisé. Ça tombe pas dans... Putain, j'allais dire encore une phrase de vieux. Ça tombe pas dans l'oreille d'un sourd. Mais ça tombe pas de nulle part. Ça tombe pas de nulle part. C'est pour reprendre des termes plus jeunes, c'est galbé et nervuré. Franchement, c'est une série que je vous conseille plus que jamais parce que c'est probablement l'une des séries les plus sous-cotées de cette année, qui reprend en plus My Mind is Playing Tricks on Me des Ghetto Boys, qui est juste tatoué sur mon bras, donc je suis pas objectif, mais c'est trop cool. Vraiment, 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 c'est trop fort. C'est trop fort. C'est passé inaperçu, à peine 6 épisodes, ça se regarde tout seul. C'est vrai que très peu de gens en ont parlé. Je crois que je dois être la seule critique en France à avoir fait un truc dessus. Mais quand tu vois la qualité de l'œuvre, il faut absolument regarder cette série, quoi. C'est un vrai bijou. C'est un vrai bijou. Et c'est injustement sous-coté. Alors, d'un point de vue subjectif, je l'aurais quand même mis deuxième, parce que We Own This City, je l'ai préféré aux séries précédentes. Tout est relatif dans préféré, mais c'est vrai que c'est une série que j'ai vraiment, vraiment beaucoup appréciée. Mais il y a ce petit truc en plus qui fait que c'est bien aussi d'un côté de pouvoir le mettre, comment te dire, à cette position-là, parce que au moins, pour tous les gens qui ne connaissent pas, ça donnera peut-être envie derrière d'aller chercher un petit peu plus loin. Chose qui devrait être le cas pour beaucoup. Parce que ça a été, je pense, que trop peu vu. On va passer au premier. Si vous le voulez bien, évidemment. Le top 1 de cette année 2022. Le numéro 1. Qui a été élu série de l'année ultime? Qui a été élu plus grande série de l'année? Quasiment unanimement. Ça s'est joué à peu de choses avec Kenobi.
Vraiment, ça s'est joué entre ça et Kenobi et Boba Fett. Il y aurait du débat sur, après, je pense, le point de vue humain et, comment, émotionnel sur quelle est la série que vous avez préféré regarder par rapport à vos goûts. Seulement, d'un point de vue, je trouve, objectif et d'un point de vue, comment dire, d'un point de vue objectif et d'un point de vue qualitatif, il n'y a pas de match. J'en voyais qui posait la question dans le chat, j'ai pas vu Sévrance, j'ai pas vu non plus Cyberpunk ou comment Arcane, etc. C'est des séries que j'ai pas regardées. Donc évidemment que j'ai pas pu tout voir. Quand bien même, je pense que même si je les avais vus, le top serait resté le même. Hein. Je pense que globalement, Better Call Saul restait premier. Je peux déjà plus ou moins le dire, alors que les autres, je les ai pas. Ouais, c'est voilà, 46 nominations aux Emmy Awards, zéro récompense. C'est la série la plus sous-cotée et probablement la plus scandaleuse de l'histoire. Arcane, c'est 2021. Ouais, mais What If, c'est 2021 aussi, et tu vois, je l'ai mis dedans parce que je l'ai rattrapé cette année. Donc de temps en temps, quand il y a des rattrapages, c'est comme Rogue, ce grand film avec Megan Fox, hein, que j'ai mis dans mes flops 2022 parce que je l'ai vu il y a 2 semaines, en 5 fois 20 minutes, parce que c'est de la merde. Bon bah voilà, je l'ai quand même mis... J'arrête pas de regarder le clip Bloody Valentine en plus. Elle a... D'un point de vue purement objectif, Megan Fox n'a jamais été aussi belle que dans le clip Bloody Valentine de Machine Gun Kelly. Je trouve que ce clip, il est tellement hypnotisant, sa mère. Si vous ne l'avez pas vu, regardez un MJK, Machine Gun Kelly, Bloody Valentine. Putain, Megan Fox dans ce clip, mais les deux. Les deux. En fait, vraiment, plus le temps passe, plus je me dis, Machine Gun Kelly et Megan Fox, ils peuvent boire leur sang tant qu'ils veulent. C'est pour moi, c'est le couple goal idéal. Genre, vraiment, tu peux pas avoir une ambition de couple meilleure que celle-là. Tous les couples devraient être Machine Gun Kelly et Megan Fox. Ça, c'est exceptionnel. Enfin bref. Et donc, du coup, Better Call Saul, série monumentale. Comment terminer un univers avec brio, avec passion, avec intelligence, des caméos hyper riches, des caméos vraiment bien travaillés, qui font le métier, jusqu'à Marie qui revient, la femme de Hank, jusqu'à... Alors, on pourra se poser la question sur Walter et Jesse. Moi, je trouve que Jesse est beaucoup plus intéressant que Walt dans Better Call Saul, mais d'un autre côté, les discussions qu'il y a avec Walter White sont pas mal non plus. Kim Wexler, notre ami Rhea Seehorn, là, qui est probablement dans son firmament, à savoir qu'elle aura le droit à une nouvelle série avec Vince Gilligan. Vince Gilligan va changer de thématique et garde Rhea Seehorn pour sa prochaine série, donc ça va vraiment donner l'occasion pour moi de voir des choses hyper intéressantes. À voir ce que va faire Bob Odenkirk. Je crois qu'il y a un numéro 2 à Nobody qui devrait arriver, mais Howard qui se trouve un attachement, une humanité et de l'empathie vis-à-vis du spectateur qui est fabuleuse. C'est grand, c'est grandiose même. Vraiment, Better Call Saul, beaucoup trop sous-coté pendant longtemps, beaucoup trop comparé à Breaking Bad pendant longtemps, et finalement qui a été capable d'égaler Breaking Bad sur la fin, et de prendre son identité à part entière avec des personnages fantastiques. On pourra penser à Nacho, Michael Mando, qui est fabuleux, Lalo Salamanca, qui dans la saison 6 est stratosphérique. Comme quoi, des spin-offs de temps en temps peuvent être aussi bons que les séries principales, comme quoi Vince Gilligan est bien un artiste. J'ai fait une vidéo sur Better Call Saul, n'hésitez pas à aller la regarder évidemment, puisque là, je le répète, mais l'objectif n'est pas d'analyser ou de faire une critique, simplement une petite rétro. Tous les persos sont des masterclass merveilleuses. Et moi j'ai envie de dire que Better Call Saul est à égalité avec Breaking Bad, parce que Breaking Bad ça commence vraiment à démarrer de manière très très forte. Moi j'aime bien tout à Breaking Bad, je fais pas partie des gens qui disent qu'avant c'est un peu moins bien, mais ça commence vraiment à démarrer à partir de la saison 3. On regarde que Better Call Saul, c'est à partir de la saison 4 où ça commence vraiment à prendre un élan très très fort. Saison 4, 5, 6, pareil pour Breaking Bad, c'était 3, 4, 5 où ça devient monstrueux. Les saisons 1 et 2 de chaque côté des séries sont peut-être un petit peu plus lentes à se mettre en route, on prend un peu plus de temps pour négocier les personnages, mais quand on les négocie avec autant de ferveur, autant de force et une telle intelligence, notamment sur tous les segments noir et blanc de Saul quand on est dans le présent, la dualité du personnage et toutes ces choses-là, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel, Better Call Saul. Voilà, c'est le GOAT, le greatest... c'est pas, c'est le GOY, le greatest of the year, hein, mais c'est le GOTY, c'est le greatest of the year, c'est le GOTY Better Call Saul. Mais vraiment,
Ouais, une série, voilà, comme on en fait plus, comme on en fait que trop peu finalement. Avec un, voilà, avec un créateur, un visionnaire, un scénariste hors pair, réalisateur de talent, Vince Gilligan. Hein, ils sont pas beaucoup pour moi hein, dans cette catégorie-là. En vrai, pour moi même, il y en a que trois. Alors il y en a un, je vais me faire insulter, mais ah et encore non, parce que enfin je veux dire des vrais gars qui ont créé un univers, non, pour moi il y a Sam Esmail et Vince Gilligan quoi. Ça met dans les récents, je parle. Hein. Je veux dire, dans les dernières années là, d'activité, les deux plus grands showrunners et ceux qui ont créé des séries ou des univers extraordinaires où tu te dis putain, ça sort du lot. Bon, il y a Sam Esmail pour Mr. Robot et puis il y a Vince Gilligan pour cette série-là. Il y en aurait beaucoup d'autres, peut-être. On parlait des scénaristes de The Wire qui sont super, mais on est encore dans des donnes qui sont un petit peu différentes. En tous les cas, ce sera pas Angela Kang, ça c'est sûr. Peter Gould, Vince Gilligan et Peter Gould. Faut rendre à Peter Gould ce qu'il y a à Peter Gould aussi, qui est là sur Better Call Saul aussi en tant que showrunner scénariste, je crois. Scénariste c'est sûr, showrunner je sais plus, mais scénariste créateur, il me semble, hein, de Better Call Saul. Donc on a Vince Gilligan et Peter Gould, les deux qui sont là pour donner les lettres de noblesse à la série. Voilà, c'est des talents, c'est des talents purs, des talents bruts comme ça qui sont exceptionnels et puis qui méritent d'être, je pense, mis sur le devant de la scène. Les showrunners des séries Walking Dead, des génies, ah bah tous, hein. Là, par contre, j'espère qu'ils sont, et honnêtement, j'espère qu'ils sont bien payés. Il reste plus que ça, hein, mais Peter Gould a créé le personnage de Saul Goodman. Ouais, c'est pour ça qu'il faut pas le dénigrer. C'est parce que beaucoup de gens disent Vince Gilligan, le dieu, le dieu, le dieu, le dieu. Il faut pas oublier derrière qu'on a aussi Peter Gould qui est là, tu vois, et qu'il y a forcément beaucoup de choses hyper intéressantes à se mettre sous la dent vis-à-vis de sa création, vis-à-vis de tout ce qu'il a apporté à l'univers, vis-à-vis des créations intrinsèques qui font que sans lui, bah, la série n'aurait jamais existé. Donc faut lui rendre aussi, hein, évidemment. Sur ce, on va s'arrêter là pour ce soir, 22h55, parfait. On est à 1h53 de live, un petit peu moins que celui d'hier, mais d'un autre côté, l'avantage c'est qu'avec les séries, bah, j'ai fait des lives ou des vidéos sur toutes. Donc c'est plus simple pour moi en fait de passer un petit peu plus rapidement, sachant qu'il y a des films qu'il fallait que je discute un petit peu plus longuement, dans le sens où bah, j'avais pas parlé des films ni en live ni en vidéo. Là, toutes les séries quasiment hein, ont eu droit à une vidéo et les autres ont eu droit à des lives, même Dahmer, etc. Donc forcément, ça va un petit peu plus vite. Mais en tout cas, vous avez mon top 10 et mon flop 5. La rediffusion sera là dès demain, normalement. Hein. Alors après, je l'ai dit en début de live, donc j'espère que vous aurez été indulgents. C'était peut-être pas aussi pertinent que d'habitude, mais avec la crève que j'ai, qui est peut-être un Covid, j'en sais rien, je le verrai demain. Et puis ma tête là, qui est comme un compteur à gaz, c'est compliqué, tu vois, de réussir à gérer tout d'un coup. La preuve, j'ai mis 40 000 ans à trouver le nom d'Evan Peters, que je connais littéralement que lui. Hein. Mais voilà, je pense quand même que c'était sympa. On a pu parler de pas mal de séries, on a bien rigolé aussi. Et puis on a pu trash talk la commu Walking Dead, et ça n'a pas de prix non plus. Ça, c'est quand même un plaisir sans nom. Donc voilà, merci à tous d'avoir été là. Rendez-vous demain 14h sur Twitch pour un live de 10h. Enfin, le parc de Noël Jurassic World. On va essayer de faire un truc ambiance zoo. Parc de Noël, ça pourra être très 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 sympa, je pense. Normalement de 14h à minuit. Ce sera peut-être de 13h à 23h si j'arrive à me chauffer et que j'ai le temps de bien récupérer, parce que ça se trouve demain, ça ira comme sur des roulettes. C'était peut-être juste une très mauvaise nuit, puis une petite crève qui va s'estomper demain. Donc ce sera soit 13h, 23h, soit 14h minuit. Dans tous les cas, quand le live arrive, eh ben, n'hésitez pas à faire passer un petit coucou. On tentera de finir le Beats Goal dans le même temps. Je vous fais des bisous. Je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Better Call Saul.